Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Alors c'est notre rentrée et pour notre rentrée on a des invités extraordinaires. Hein Thomas, t'es là? Thomas, ça va? Oui, je suis là, la pète. Tu te la pètes. la pète, ok, d'accord, ça marche. Des invités extraordinaires que sont Monsieur Fall, bonjour, ça va? Bonjour, oui, nous ne faisons, de toute façon vous avez de la chance, nous ne faisons que les émissions de rentrée. Le reste on refuse. Ah, d'accord, ok. On nous contacte régulièrement et nous disons, est-ce une émission de rentrée? On nous dit non, on ne fait pas. J'avais donc de la chance. J'allais dire parle dans les poils, parle dans la mousse, mais t'as une telle barbe que... Oui, je suis dans la mousse là, tu ne me rends pas compte, mais je suis dans la mousse. Et avec nous également Monsieur Mops. Salut Mops. mon petit gars. Ça va? Bah ça va bien, oui, nous on est content d'être à la rentrée déjà. Alors on vous rejoint ici à Orléans. Il y a aussi nous deux. Mais vous comptez pour quantité négligeable parce que j'ai cru remarquer qu'il y avait un jeune. Bonjour un jeune les ne compte pas, et une femelle et la femelle ne compte pas. Internautatrice, le petit jeune et la femme sont laissés de côté. Flavie est avec nous également. Merci pour cette rentrée. Flavie est avec nous également et Aloïs. Bonjour. Qui lui a la chance d'avoir une maman qui vit sur Orléans, donc c'est facile pour la toi. chance. Nous on vient quand même de Saint-Malo pour venir voir les internautateurs et internautatrices de Trick Track TV. Vous faites de la télé, vous faites de l'internet. Qu'est-ce que c'est Trick Track? À vous de jouer les gars. Eh bien, Trick Track, c'est simple, c'est un outil pour permettre aux gens de choisir un jeu de société, donc sans se tromper. Puisqu'il sort énormément de jeux. À l'heure actuelle, on compte à peu près 2 jeux par jour nouveaux qui arrivent sur les étals. 700 jeux à peu près par an. D'accord. Ça fait donc une masse considérable de nouveautés qui arrivent. Attention à ton et micro. Je vais parler, je vais mettre dans ma bouche peut-être. Non. C'est un micro. Je peux mettre mon micro. J'aurais une autre proposition. Alors il faut la tenir à la Julio Iglesias, c'est-à-dire le tenir comme ça en ayant un regard langoureux. Donc je disais, bien dans le micro, que donc il sort énormément de nouveautés par an. Un jeu ça coûte assez cher et on ne peut pas ouvrir une boîte de jeux si ce n'est en l'achetant et en rentrant chez soi. Donc souvent on peut se tromper. Donc l'idée est de proposer aux gens des outils pour trouver les jeux qui correspondent à leurs besoins, à leurs compétences cérébrales, physiques, etc., etc. Donc Trick Track sert à ça. C'est un outil pour informer sur les nouveautés et permettre aux gens de donner leur avis sur les jeux, qui va te permettre de te faire une opinion toi aussi sur si ça t'intéresse ou pas. Et bien sûr, nous avons une espèce de TV, on appelle ça la TV, mais on fait des vidéos, quoi, tout simplement. Et on reçoit des invités du monde du jeu, des éditeurs, des auteurs, on ouvre les boîtes, ils nous expliquent les règles et on joue. Donc nous déjà, on se fait plaisir puisqu'on joue et on n'a pas à lire les règles puisqu'on nous les explique. Puis les gens peuvent consulter ces vidéos en ligne et se rendre compte très rapidement si c'est fait pour eux ou pas pour eux. Alors ça déjà c'est un truc de votre éthique personnelle que nous ici, nous on est très sensible sur la cellule, c'est que vous êtes en live. C'est-à-dire c'est ça. On vous présente le jeu, vous jouez, vous faites vos rapports de partie en live. C'est ça. Ça c'est-à-dire en fait, on essaye de jouer dans les conditions dans lesquelles on jouerait avec des camarades autour d'une table. De toute façon, on est là pour découvrir un jeu. Surtout que d'un jeu à l'autre, il n'y a pas forcément les mêmes tenants, les mêmes aboutissants au niveau du plaisir que tu vas prendre, au niveau de la règle, au niveau du temps, etc. Donc, si tu dois passer 1h30 à essayer de réfléchir d'abord à découvrir le jeu pour comprendre comment il fonctionne, puis ensuite préparer comment il faut que tu le scénographies pour pouvoir le filmer, c'est un peu chiant, un peu naze. Donc nous, on décide d'y aller à la bande franquette. Donc le type arrive, il nous explique son jeu, nous on joue. On ne se force pas, on n'est pas non plus des chiens, donc on est très attentif. On est là. Ça dépend en même temps. Disons qu'on essaye de prendre du plaisir où il y en a, et nous on joue essentiellement pour les gens qui sont autour de la table plutôt que pour le jeu. Donc il suffit de recevoir des gens sympathiques, ce qui est souvent le cas. De toute façon, vu nos allures générales, les gens pas sympathiques ont plutôt peur de venir nous voir, donc on reçoit que des gens sympathiques. Et en général, on passe un bon moment, et puis voilà. Et on met ça en ligne. Les gens prennent ce qu'ils ont à prendre. On se force pas. On essaye de donner suffisamment d'éléments pour que les gens, par eux-mêmes, avec l'intelligence dont les a dotés la nature, puissent se faire leur propre opinion. Petite question pour quelqu'un qui connaîtrait pas les Trick Track TV, c'est tous les combien? Alors, comment ça marche? Alors en fait, ça marche de manière extrêmement simple. On met à l'heure actuelle, en moyenne, 25 minutes de programme par jour. C'est une moyenne. Entre les programmes courts qui durent 5 à 10 minutes et ceux qui durent 1 heure et demie. Donc, on met, en gros, on va mettre 20 vidéos par mois en ligne. C'est assez monstrueux. Oui, parce qu'on est un monstre en fait. C'est pas un monstre. On a mis un système spécial en place qui nous permet de travailler comme ça aussi. Oh la vache. Comment on est? Alors, il y a 2 paramètres. Déjà, on est dans les conditions du direct. C'est-à-dire qu'on a une installation. On a ici là où tu es installé, si tu lèves la tête, il y a 7 caméras. On a une régie à l'étage. Il faut savoir pour les auditeurs qu'on est là à l'endroit où ils tournent la Trick Track TV en fait. On a des caméras derrière. On est entouré de boîtes de jeux. C'est des vraies boîtes. C'est des vraies boîtes. Il y a à peu près 3 ou 4 boîtes de jeux ici.
Donc, on a une régie à l'étage qui nous permet de choisir les caméras en direct et qui enregistre le flux. Voilà. Donc maintenant, on est un peu aguerri. Donc, Nod, qui est notre réalisateur, monteur, sait à peu près comment on va réagir. Ouais. Et ensuite, comme on est, on va dire, très à l'aise dans l'improvisation et on est joueur, donc on joue. Voilà, un mec nous explique un jeu et on va jouer de manière naturelle, très rapidement, on joue. Donc on s'assoit, on tourne. Le jeu dure 1 heure, 1 heure et demie. On a une vidéo d'1 heure, 1 heure et demie. Donc on n'a pas à reprendre, on n'a pas à rebondir. On sait à peu près gérer, ce qui nous permet de faire. Il n'y a pas de travail de montage derrière. C'est vraiment pris comme dans les conditions du. Voilà, c'est ça. Et on est assez à l'aise. Bon, ça, excusez-moi les gars, ça se voit parce qu'en fait parfois au niveau des réactions, la caméra ne suit pas toujours, donc on voit que c'est du montage en live. Ouais, c'est ça. Ce qui est très bien. Attention, c'est pas du tout une réflexion négative, au contraire. C'est-à-dire que nous, on fait la même. On est au podcast que vous êtes à la vidéo, c'est-à-dire qu'on fait la même chose. On fait du jeu en live. Alors, non pas qu'on enregistre la partie de jeu de rôle, mais on va débriefer la partie de jeu de rôle en live derrière. Alors, en fait, notre source d'inspiration, c'est des gens comme Marcus, par exemple, avec Level 1. J'imagine, toi, Monsieur Fall, t'as un peu le même style d'inspiration. Nous, c'est un petit peu différent, parce qu'en fait, c'est plutôt Marcus qui a pris sur nous. Mais en fait, on le connaissait pas avant, parce que moi, je ne suis pas joueur de jeux vidéo. En fait, nous, notre inspiration, elle est toute simple. Mobs et moi, on a fait une école d'art graphique dans lesquelles il y avait une section cinéma, vidéo, etc. Donc très tôt, très jeune, on a fait des choses et on avait des caméras, donc on était peut-être pas obligé de tout dire tout de suite. Enfin, on a fait des trucs un peu sales avec nos corps. Et ensuite, on a eu une espèce de, moi, enfin en tout cas personnellement, j'ai eu une espèce d'aventure un peu au théâtre, etc. D'accord. Donc avec cette faculté, cette facilité à faire des choses en live, à parler aux gens, à improviser, etc. Donc en fait, quand on s'est mis, ça s'entend en tout cas. Ouais, quand on s'est mis, moi je peux répondre pendant 20 minutes à une simple question. 1-0. Donc le truc, c'est que très rapidement, quand on s'est mis à faire de l'internet, moi très tôt, je me suis dit, on fera de la vidéo un jour ou l'autre, parce que c'est des choses qu'on affectionne. Et ces compétences qu'on avait avec la vidéo, qu'on a mis en place avec internet, on les a adaptées à un problème de productivité qui a été au début on filmait puis on montait après. On filmait dans les conditions du direct, mais on élaguait un petit peu. Puis on s'est dit, on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir comment faire pour accélérer le processus. Donc on est parti dans ce truc de live parce que ça nous semblait plus de personnes égale plus de choses à faire pour un site comme TrickTrack. Plus de personnes qui viennent nous voir. Oui, bien sûr, parce que on a une volonté pour le moment d'accepter tous ceux qui nous contactent. Ah oui, parce qu'en fait c'est une question aussi de quantité de jeux qui sortent. Voilà. Que t'es pas confronté à la même quantité que. Voilà, nous on est contacté toutes les semaines. Maintenant on a un planning sur un mois. On est plein sur le mois qui arrive. C'est-à-dire 3-4 visites par semaine. Voilà. Et des gens qui viennent parfois avec 2-3 jeux parce qu'ils viennent de loin. Donc on est vraiment sollicité. Alors à un moment donné, on pourra plus. Parce que nous, on a des envies. On se lasse un peu. Il y a un moment, toujours faire la même chose. Tu vois, moi, j'en ai marre d'avoir des pans de murs de jeux derrière. Jouer tout le temps, c'est. Non, mais c'est le décor. Enfin, t'as envie de changer, quoi. T'as envie, comme toi, j'imagine que, à force de voir la gueule de tes camarades, peut-être que tu vas changer. Bon, c'est la rentrée. J'espère que pour moi, ça ira, parce que je suis quand même sa femme, donc du coup, Donc bon, j'espère que j'ai pas. Bon, je vais me teindre en blonde, Rome, ça va aller mieux après. Donc, il y a des moments où t'as envie de changer de format, t'as envie de faire des trucs nouveaux, on a envie d'essayer de. Je vais grossir, ça roule, tout va bien. Par exemple, tu lui achètes des talons hauts, ça changera de format. Enfin, ouais, t'as des envies, on a des envies. Oui. Voilà, donc on change des trucs, mais pour le moment, on avait 2 envies fondamentales, c'est-à-dire accepter tous ceux qui nous proposent de venir, de pouvoir répondre à la demande et de donner aux gens qui nous regardent tous les moyens de se faire leur propre opinion. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de vidéo, on va dire ouais, le jeu est nul, le jeu est bon. On joue, les gens sont à même de se dire c'est fait pour moi ou pas pour moi. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, ça, et ils sont pas obligés de regarder les vidéos jusqu'au bout, parce que souvent on nous dit ouais c'est trop long. Vous avez aussi la chance d'avoir un jeu qui se présente de manière visuelle. On voit rapidement les règles, les mécanismes. On voit le matériel, quand on est un peu aguerri, on voit tout de suite si c'est fait pour soi ou pas. Alors justement, est-ce que c'est pas un format de présentation qui favorise certains types de jeux, par exemple de jeux de plateau, sur les autres? Par exemple, est-ce que c'est facile? On va rentrer dans la distinction dont on a parlé en préparation de podcast, entre l'école européenne du jeu de plateau, c'est-à-dire le game design européen allemand, et puis on va dire, pour résumer, et puis le game design américain. Est-ce que ça favorise pas plutôt la méthode germanique? Non, ça ne favorise rien. En fait, la seule chose qui favorise ou pas, c'est nous. Parce que au départ, on faisait pas trop d'Améritrash, de jeux avec figurines, etc. Parce que on n'est pas des joueurs de ce type-là. On vient pas de là forcément. On vient pas de là. Nous, on est des Eurogamers. Mais on y arrive facilement en même temps. D'accord. Oui, comme on prend plaisir à jouer à des jeux et de rencontrer surtout des gens.
quand on a commencé à nous proposer des jeux Ameritrash, on n'a pas refusé. C'est d'ailleurs très rigolo de jouer à des jeux qui sont pas spécialement faits pour nous. Et c'est intellectuellement, c'est plaisant d'essayer de s'adapter. Ils sont pas non plus peut-être faits pour le format de l'émission, c'est ça que je veux te dire. Non, ça pose pas de problème parce que ça reste de l'image et du son. Je dirais que c'est même le contraire, c'est-à-dire qu'un jeu américain avec beaucoup de matériel, beaucoup de figurines et tout ça, c'est plus facile à filmer. Enfin, il y a plus de choses pour l'image, c'est plus riche que les petits cubes à l'allemande qu'on pousse sur une feuille de papier. Dans ces idées, souvent, dans les jeux de type américaine, enfin les jeux américains, on a tendance quand même à avoir des jeux qui durent 3-4 heures de partie. Alors que si on prend plutôt dans l'Eurogame, les jeux peuvent être très courts, ça peut aller de la demi-heure, jusqu'à avoir 2 heures maximum. Alors est-ce que le fait de faire une partie sur 4 heures, vous allez enregistrer 4 heures de vidéo, quoi? Alors, on commence à être confronté au problème. On est souvent confronté au problème quand on reçoit des joueurs plutôt que des éditeurs ou des auteurs, parce que l'éditeur ou l'auteur est là pour parler de son jeu. Le joueur, il est là pour jouer. Et quand il s'assoit à la table, le joueur, il veut gagner. Surtout quand il est face à nous. Il a envie de gagner. Il a surtout aussi envie de nous battre quand on l'a invité. Et donc, du coup, t'as pas le même rapport, parce que le joueur, lui, il va réfléchir à ses coups. Et quand il réfléchit, t'as 3 minutes de silence. Donc, t'es obligé de meubler. Alors, toi, t'es confronté à 2 problèmes. C'est que d'abord, tu te dis, je fais de la vidéo, faut que je cause. Sinon, ça va être super barbant. Et pendant que tu causes, tu réfléchis pas et tu te fais poutrer par ce jeune enculé qui est venu t'humilier chez toi. Et ça, c'est insupportable, monsieur. Ça, c'est le premier élément. Donc, on commence à être confronté au problème, parce qu'on a reçu des gens où il était annoncé 45 ou 60 minutes sur la boîte de jeu et on a joué 1h30. Et c'est vrai que c'est un peu chiant. D'accord? C'est un peu chiant à regarder. Alors, on est confronté au problème juste là récemment. On n'a jamais été confronté au problème du jeu Ameritrash qui durait 3 heures. On a été confronté au problème du jeu Ameritrash qui a duré 1h30. Mais c'était un jeu un peu proche du jeu de rôle où tu as beaucoup de blabla. Donc tu parles. Et donc quand tu parles, c'est intéressant. Tu parles pas de Fabula quand même? Non, je parle d'un jeu qui s'appelle Dungeon Run. D'accord. C'est un jeu où on a eu les demeures de l'épouvante. On a eu les demeures de l'épouvante. Voilà, où c'est un jeu où tu cours dans des salles, tu as des monstres qui arrivent, tu te lattes la gueule, tu dois négocier avec les autres joueurs. Donc tu vois, mais tu as du blabla. En plus c'était très drôle, on avait joué un joueur à la table qui arrêtait pas de rater tous ses dés, qui arrêtait pas de se prendre les portes. Tu vois, quand il y avait un méchant monstre qui arrivait, c'était sur lui, il était jamais synchrone. Enfin, c'est très rigolo. Donc on se moquait de lui. Enfin, c'est très plaisant. Moi, j'arrêtais pas de faire des jets d'enfoiré. J'ai réussi, c'est tout ce que je faisais. Donc c'est très plaisant. T'as du blabla. Il n'y a pas eu besoin de monter parce que l'heure et demie était scénographiée naturellement. Il y avait une montée, une dramaturgie qui était naturelle. Alors que le jeu à l'allemande auquel on a joué, qui dure 1h30, tu as 30 minutes de silence. Quoi. De mécanique qui se met en place. Là, du coup, on a commencé à se dire... il va peut-être falloir faire quelque chose, faire des ellipses de temps. Parce que souvent, dans la mécanique à l'allemande, le jeu se répète. Tu as une phase qui s'enchaîne sur une phase, qui s'enchaîne sur une phase. Donc, la première phase est importante pour que tu comprennes comment le jeu fonctionne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le comptage de points en fin de partie. Parce que souvent, t'es loin de ce que tu as vu au départ. D'accord? Donc là, on commence à être confronté on réfléchit, on analyse, et là, Note, pour la première fois, a commencé à monter des vidéos où on a mis des ellipses de temps, on a mis plus tard, pour éviter de casser les couilles aux gens. Il faut savoir aussi qu'avec le format typique Internet, cette problématique se pose beaucoup moins, puisqu'il y a ce petit bouton super pratique qui permet d'avancer, de reculer, de revenir à l'endroit où on veut. On n'a plus vraiment la programmation linéaire de la télévision, même si les vieilles personnes comme moi ont encore un petit peu de choses comme ça, mais tout le monde sait depuis les vidéos porno qu'on peut aller à la séquence qu'on veut très très rapidement. Mais aussi dans les vidéos porno, ils ont compris aussi qu'on pouvait composer avec l'essentiel. Donc le gonzo, on pourrait très bien faire du gonzo de jeu de société, c'est-à-dire mettre une question de vannes et situations intéressantes. Je voulais qu'on arrive rapidement aux questions de fond de tiroir, ça y est, on y est. On y est. Non, tu vois, en fait, nous, ce qui se passe, c'est ça le tiroir. Ce qui se passe, c'est qu'on fait et on analyse on n'a pas de recul. Personne n'a vraiment de recul sur comment filmer des parties, etc. Donc nous, on a cette chance de pouvoir faire, analyser en fonction d'eux, de voir les réactions des gens et de proposer. Il y a 1 an ou 2, on nous aurait dit mettre des vidéos d'une demi-heure, 45 minutes, c'est impossible, ça tient pas la route. Alors que maintenant, il y a des gens qui l'acceptent pour plusieurs raisons. Il y a aussi le rapport à la consommation de vidéos sur Internet a beaucoup changé ces derniers temps. La génération Y, la génération Y est plus à même de squeezer la télévision et de regarder une vidéo d'une heure ou 1h30. Pour eux, c'est comme le film du soir. Alors après, il faut être bon. On n'est pas toujours bon. Le jeu ne s'y prête pas toujours. Mais je pense qu'on est capable, on n'est pas dans une problématique de télévision, comme le disait très justement l'incroyable Dr Mob, parce qu'il décidément c'est plein de choses. On est sur Internet. On peut donc pourquoi pas proposer le même jeu en 3-4 formats.
le format complet 1h30, le format court en 45 minutes, 30 minutes, un résumé de 10 minutes. On peut essayer et voir ce que les gens vont regarder. Nous, on sait que faire un live d'1h30, c'est 1h30 de partie. On joue. Quoi qu'il arrive, on jouerait. Parce qu'on est là aussi pour essayer les jeux, pour voir comment ils fonctionnent. Donc, quoi qu'il arrive, on joue, on se filme, on le met. Donc, tu veux le regarder, tu le regardes. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Bien. Donc, pas d'impact du format sur le truc, sur les jeux testés. Thomas, t'avais une autre question à poser ou une remarque à faire? Non, non, ok, parce que je t'ai vu se saisir du micro. Parce que vu que Monsieur Fall a un débit assez incroyable, faut aller quasiment aussi vite que lui. Donc, on n'a pas expliqué à nos éditeurs ce que c'était avec la distinction entre la méthode de jeu allemande, ou l'Eurogamer et l'Améritrash. Ça pourrait être bien de... Alors, c'est Mops. Une grande question culturelle. Tu t'appelles Dr Mops parce que Dr. justement Mops. c'est toi le spécialiste des questions game design. Quel rapport avec c'est quoi, c'est Docteur ou Mops qui te fait penser à ça? Le docteur. Non, c'est Mops justement. D'accord. Non. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que au départ, quand on a commencé dans l'époque, ce que j'appelle l'époque moderne du jeu de société, c'est-à-dire les années 80 en France. On est passé, moi j'ai vu les choses passer du jeu de rôle au jeu de cartes à collectionner, puis l'arrivée des petits jeux, parce qu'avant, en gros, les gens de mon âge, ce qu'on avait avec le jeu de société, c'est qu'on faisait en général pas mal de jeux de rôle, et pour se reposer, on se faisait un petit jeu de société. Petit jeu de société qui était plutôt non identifié américain, allemand à l'époque, puisque c'était surtout des jeux américains. D'accord, et c'était des jeux de 10-12 heures à peu près, donc à peu près le même temps qu'une partie de jeu de rôle. Je pense à des choses comme civilisation, diplomatie, et des choses comme ça. D'accord. Et puis les petits jeux sont arrivés. Ça, c'était une des grandes surprises. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant, il était une fois, Elixir, exactement, qui ont eu un grand succès public, parce que pour le coup, les gens qui étaient dans le jeu hardcore, un peu, donc le jeu de rôle et gros jeux, se détendaient de leurs gros jeux avec des petits jeux. Et surtout, ces petits jeux avaient un gros avantage, c'est de coûter pas cher et de toucher, par leur simplicité, plus de public. D'accord. Et le public, normalement, il devait pas forcément être là. Et puis, par quelques mystérieuses alchimies, le jeu de société a commencé à se répandre de plus en plus, même auprès de gens qui n'étaient pas joueurs au départ, avec des jungle speed, avec des choses comme ça. Et là, on s'est aperçu, notre intérêt pour le jeu de société s'est mis à grandir, et on s'est aperçu qu'il y avait un petit pays à qui on avait poutré la gueule il y a pas longtemps, qui était à côté de chez nous, qui s'appelait l'Allemagne, où là, il y avait une vraie culture du jeu de société, mais une vraie culture qui avait 20 ans d'avance sur nous. Avec des grands salons déjà de jeux de société. Par quelques spécialistes en France, personne ne connaissait un peu ce phénomène-là. Et donc, les jeux dits à l'allemande sont arrivés chez nous. Alors, c'est quoi un jeu dit à l'allemande? Il faut savoir que... Fond de tiroir, oui, c'est ça. Voilà. Il y a un truc historique qui s'est passé. Pourquoi je parle de poutrer la gueule aux Allemands? C'est parce que c'est bien avec la guerre qu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que après-guerre, il y a eu un phénomène de rejet en Allemagne de tout ce qui était de l'ordre de la violence, du militaire et tout ça. Enfin, la guerre, ça s'est pas bien passé pour personne, et surtout pas pour eux. Et donc tout ce qui était jeu de guerre, parce que le jeu pour adultes consentants est essentiellement des wargames et des jeux de guerre. Voilà, aux États-Unis, c'est beaucoup de jeux de bagarre. C'est beaucoup de jeux de guerre. En Allemagne, c'était devenu tabou. Plus de wargames, plus de jeux de guerre, et même plus de batailles dans les jeux. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne se bataille pas dans les jeux? C'est une question qu'ils ont dû se poser longtemps avant nous, parce que nous, on se la posait pas, puisqu'on se bagarrait. C'est construire des trucs. D'accord. Construire des trucs, et pourquoi pas même construire des trucs ensemble. Voilà. Et donc le jeu à l'allemande est devenu un jeu de construction, de gestion relativement familial, parce que en Allemagne la perception du jeu de société a beaucoup évolué, et a évolué plus vite que chez nous. Et à l'époque, en tout cas, il était tout à fait fréquent en Allemagne de proposer à ses collègues de bureau de faire une soirée jeu. Grâce aux femmes. Parce qu'en fait, c'est important de le souligner, on dépend essentiellement des femmes, parce qu'en fait, il y a un auteur de jeu qui a commis un truc qui s'appelait Les Colons de Catane, qui est un jeu où on construisait ensemble des petites routes, etc., etc. Et il s'est trouvé, par le plus grand des hasards, que les femmes ont dit, c'est rigolo. Un jeu où on construit. C'est un de mes jeux préférés. Voilà, exactement. Et quand la femme valide. Je valide. Voilà, on peut s'en donner à cœur joie. On peut en profiter. Du coup, le mec a dit, waouh, regarde, chérie, une extension pour les colons de Catane. Oh, cool, on va pouvoir jouer. Avec une extension pour voilà, les c'est ça. Donc, du coup, c'est rentré très facilement. Une extension pour l'extension. C'est rentré très facilement dans les familles parce qu'on avait l'aval de la mère de famille, de la. Vous avez l'aval
de la mère de Voilà, famille. exactement. C'est couillon, mais c'est une réalité factuelle. Le retour du jeu familial par le bon côté des choses. On Voilà. construit, la femme valide, on peut jouer et le mec il est content, il peut acheter des jeux et puis après il a plus son donner à cœur joie, acheter tout ce qu'il veut Donc du passer. coup, vous imaginez bien 20 ans de retard, ça fait à peu près comme ça a fait avec le manga au Japon quand c'est arrivé chez nous. Ouais. On avait 20 ans que des meilleurs trucs. Ouais, bah ouais. Et là, c'est une déferlante de plaisir qui arrive. Et ça, c'était Et donc, génial. ça, quoi. la différence fondamentale entre un jeu Eurogame, on dit maintenant c'est européen, parce que c'est plus que allemand, et Ameritrash, c'est qu'on a, pour les Allemands, une mécanique. La mécanique est extrêmement importante, c'est-à-dire les rouages du jeu. Je fais ci pour faire ça, je fais ci pour faire ça. Et la mécanique est plus ou moins plaquée dessus. D'accord? Alors que... Non, le thème est plaqué dessus. Le thème est plaqué sur la mécanique. Alors que chez les Américains, le thème est extrêmement fort, extrêmement présent. On part du thème et on élabore une mécanique pour servir le thème. D'accord. Voilà, En gros, pour faire simple, aux États-Unis, j'ai un monstre qui va attaquer un bonhomme qui va se défendre. Donc, je vais inventer des règles pour faire ça. D'accord. En Allemagne, j'ai un cube qui va s'échanger contre 2 et qu'on va revendre pour construire une carte qui va me donner un bonus. D'accord. Voilà. Et on va faire un jeu à partir de ça. C'est deux approches différentes. Il y en a un qui dodeline de la tête, il est pas d'accord avec nous. Alors, tu disais à Loïs une fois, et après je te passerai la parole Thomas, tu disais à Loïs une fois que le jeu de rôle commençait de plus en plus à s'inspirer du jeu de société et du jeu de plateau en général pour créer des règles, pour innover. Est-ce que tu avais la méthode allemande en tête par hasard? Moi, j'ai tendance à préférer les jeux allemands, donc oui, fondamentalement parce que Parce que je me souviens qu'il y a un précédent podcast de la saison dernière où tu disais justement, tu trouvais que les jeux de rôle s'inspiraient de plus en plus du jeu de plateau pour être créés. Tu maintiens toujours ou non, t'as changé d'avis entre-temps? Il y a surtout l'impact qu'a eu Cadouallon ou des jeux comme Donjons et Dragons sur moi. Enfin, la 4e édition de Donjons et Dragons sur moi, où on va avoir un plateau qui a son importance. Avec les figurines qu'on déplace, les règles d'opportunité, quand tu déplaces ton personnage d'une case à côté d'un autre, etc. C'est ce genre de mécanique qui la question aussi, c'est le jeu de rôle, c'est Ameritrash, ou c'est plutôt finalement mécanique allemande? Moi, je dirais que c'est plutôt Ameritrash. C'est Ameritrash à mort. Le jeu de rôle a été inventé par des Américains. Le jeu de rôle n'est ni plus ni moins qu'au départ qu'un wargame. Bah oui, voilà, c'était Chainmail. J'arrive avec de bonnes nouvelles. Je suis pas sûr. C'est-à-dire, on nous aurait menti. Non, non, mais ok. Aujourd'hui, il y a tout un tas de jeux, qui sortent dans le commerce, Monsieur Fall, et qui semblent justement. Ah ben il est insupportable. Il fait des bisous à son micro pour me déstabiliser. Non, pas du tout. Non, j'attends. Non, mais c'était pas son micro. Qui sortent aujourd'hui dans le commerce et qui au contraire, s'inspire de mécaniques beaucoup plus simples. Je ne dis pas le contraire, mais je dis qu'au départ. Okay. Ah non, oui, je dis qu'au départ, on est d'accord. Chainmail, c'est du wargame, ça vient du wargame. Et justement, moi, ce que je pensais que tu disais à Loïs l'année dernière, c'est que finalement, aujourd'hui, les jeux qui sortent là, genre par exemple produits par la boîte à eux, par exemple, pour ne citer que, mais aussi Prosopopée de Frédéric Sintès, par exemple, ce sont des jeux qui s'inspirent de l'école allemande finalement. Moi, j'aurais tendance à dire, alors, je vais pas avoir le nom en tête, le jeu policier qu'on avait testé de la boîte à eux. Dirty Secret, t'as un plateau dans lequel tu fais évoluer le pion de celui qui sera à la fin reconnu comme le méchant. Le méchant. C'est-à-dire que personne, quand il commence la partie de jeu de rôle, ne sait qui est l'assassin. Et c'est l'enquêteur qui, par le biais d'actions qu'il déclenche, c'est-à-dire de scènes soit d'enquête, soit d'investigation, soit pas d'investigation, de révélation, va faire avancer le pion. Et à la fin, on va tous découvrir ensemble par un plateau qui est le meurtrier. Les gens sont un jeu coopératif. Voilà, c'est avec de la narration à l'intérieur. Exactement, c'est ça. Là, j'ai surtout en tête le jeu de mes quasi compatriotes finlandais, Zombie Cinéma. Oui, bah Zombie Cinéma. Ça, voilà, c'est parfaitement dans cette idée pour moi de jeu un peu à l'allemande où t'as les mécanismes et le reste, quoi. C'est ça. Mais il y a toujours eu beaucoup de rencontres entre le jeu de rôle et le jeu de plateau. Et dès le début, on avait pas mal de jeux américains de plateau qui s'inspiraient vraiment très fort des jeux de rôle. Il y a eu Dungeon Twister, etc. Voilà, Warhammer Quest ou des choses comme ça qui sont vraiment du jeu de rôle de plateau, moi j'appelle ça. Et puis il y a les Dixit, il était une fois, le Fabula. Fabula quand même, il y a quand même une sorte de maître de jeu dans Fabula. On touche quelque chose de très intéressant, c'est les deux notions du rôle, c'est-à-dire que le jeu de rôle qui est la gestion de figurines qu'on bouche sur des dungeon floor en jetant des dés pour résoudre des actions et de temps en temps fait parler son personnage parce que c'est amusant, et l'autre jeu de rôle où on parle surtout et il y a plus de figurines, il y a plus de dungeon floor et c'est la narration qui devient la parole qui devient l'élément moteur.
Mais Fabula pour moi c'est pas du jeu de rôle. C'est pas du jeu de rôle, mais t'as quand même un truc. Je sais plus comment il s'appelle. C'est le Willem Grimm, l'un des frères Grimm, qui va dire. Je suis désolé. Il dit quand même. Il justifie quand même. Il dit quand même qui dit les mots. C'est vrai. C'est vrai. Thomas. Mais il dit quand même qui a des bonnes narrations et qui n'a pas des bonnes narrations. Ouais, mais il y a une sorte de maître de jeu. C'est une genre de, en fait, si tu veux, ce mec-là, il est un peu en position de c'est le mec qui récompense, quoi. Qu'est-ce qu'il opine du chef, lui, depuis tout à l'heure? Prends le micro, jeune homme, exprime-toi. Si on prend l'exemple de Fabula, la chose, bon, je suis pas l'éditeur, Libellut qui a créé le jeu. Ce que je veux dire, c'est que Fabula, ça sent que c'est comment occuper ses enfants quand il y a qu'un seul adulte. L'adulte joue Grimm, il est là pour dire je suis l'arbitre. Bon, oui, c'est bien ce que tu fais, non, c'est pas bien. Et les enfants sont tout autour. Tu penses pas qu'il y avait quand même une idée de presque prosélytique du jeu de rôle, d'essayer de faire descendre le jeu de rôle dans les familles? Non, je trouve que Libellude, en fait, alors je sais pas si c'est le cas, mais moi j'ai beaucoup de leurs jeux, ils sont beaucoup sur l'imagination, la narration. Et donc en fait, ça va Fabula, c'est vraiment l'évolution, on laisse que la narration, c'est la seule règle. Ouais. Et donc on laisse les enfants jouer et il y a un adulte qui est là qui est l'arbitre. C'est un peu comme ça. Pour bien les les connaître, les gens de Libellule, oui, c'est tout à fait vrai. Je pense qu'en fait, les jeux qui sortent, alors avec plus ou moins de succès, donc on a le grand succès qui est Dixit, et on a le pas trop succès qui est Fabula. C'est toujours c'est toujours une recherche en fait de la narration et de un mode de communication particulier lié à l'imaginaire dans les jeux, et en fait, il piège toujours dans ces domaines-là, sans savoir si ça va être une réussite ou pas à l'arrivée. Alors moi, ça me permet de faire une transition entre guillemets. Je voulais aussi vous entendre parler du jeu de rôle, du jeu de société. Est-ce que vous pensez que un jeu de société, un créateur de jeu de société, ok, ça marche. Voilà. Bon, on peut passer directement à la suite. Est-ce que vous pensez que un créateur de jeu de société peut défendre des problématiques, avoir des idéaux politiques qui passent à travers ces jeux de société? Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi une tribune pour faire parler des intellectuels, le jeu de société? Sans doute, il y a pas de raison. Si quelqu'un un jour a envie d'utiliser le jeu pour faire passer une idée, il pourrait, sauf que ça n'existe pas. Est-ce que ça n'existe pas? Il y a des jeux politiques, 3 exemples. Il y en a un qui est très connu quand même. Il y a le Monopoly, qui à la base était un jeu pour dénoncer. Oui, alors explique-nous pourquoi, Loïs, parce que c'est important. À la base, c'était un jeu Monopoly, a priori, tu joues à l'implication politique du capitalisme en fait, et de la prise de monopole d'un homme sur le reste. C'était un jeu pour démontrer l'efficacité des lois antitrust. Voilà. Mais au départ, c'était pas un jeu pour le commerce. Oui. C'était un truc qui était utilisé pour démontrer à des étudiants, etc. Et puis il s'est trouvé qu'on en a fait un jeu, et il se trouve que sur les millions de parties de Monopoly qui ont été faites, combien ont permis à des gens de prendre conscience que tout le monde s'en fout. On joue au Monopoly, et basta. Moi, quand j'étais petite, je voulais juste avoir le plus de billets possible. Voilà, j'étais contente que je fasse mon frère. C'est déjà pas un jeu réussi, une réflexion politique. Voilà. Oui. Ça montre comment tu es au fond de toi, finalement. Ouais, j'ai gagné, David. J'ai tout l'argent et toi, t'en as pas. Bien sûr que ça existe. Bien sûr que tu peux tout transformer en tribune politique. Hein. Tu peux aller faire le 100 mètres nage libre en gueulant des slogans politiques et tu feras de la natation politique. Moi, je me pose la question aussi parce que il se trouve que par sa nature, le jeu de société est en quelque sorte une espèce de parenthèse de la vie. C'est-à-dire que c'est un moment de jeu. C'est très compliqué parce que c'est à la fois hors du réel et complètement dans le réel. Et donc cette parenthèse, elle fait que on va tous s'asseoir à un moment donné. C'est un truc complètement idiot au départ. On va tous décider d'atteindre un objectif qui ne sert à rien. Ouais. Dans la vraie vie, j'entends, en se donnant des contraintes très bizarres, pas le droit de faire ça, obligatoirement faire ça, pas le faire, tous pareil, et on va tous se réunir en disant bon, on va accepter toutes ces contraintes bizarres et atteindre cet objectif qui sert à rien. C'est un peu ça le jeu. Là-dedans, ça veut dire cette parenthèse effectivement fait que la plupart du temps, ça échappe un petit peu à ce quotidien réel où la politique s'installe plus bien volontiers, alors que dans le jeu, on est plutôt dans une abstraction de la vie et effectivement, on peut en tirer des conséquences à mon avis politiques, mais faire passer un message par le jeu me paraît quelque chose d'un peu artificiel. Ce que tu dis, c'est vrai par définition en fait, parce que le truc c'est que dans le jeu fait nécessairement monde à part et ça fait partie de sa définition. Parce que le truc c'est que si tu acceptes que le jeu puisse avoir un impact sur la vie réelle, c'est plus du jeu, c'est la société tout court. C'est plus du jeu de société, ça devient la société. Il y a des jeux qui ont des vrais impacts. Ça dépend de ce que tu appelles la vie réelle. Voilà. Pour moi, on vit dans une société où tu ne progresses plus.
la nature humaine ne progresse pas. D'accord. C'est-à-dire que la nature humaine progresse quand elle est confrontée à des problèmes. D'accord. Tu veux te nourrir, il faut que tu chasses. T'as froid, il faut que tu inventes l'habit. Donc je vais chez Carouf. Mais... Ouais, maintenant tu vas chez Carouf, mais tout est fait, tout est cadré. Ouais. Le jeu de société ou le jeu de rôle, enfin le jeu en général, ce sont les seuls moments où tu te mets des contraintes qui sont pas forcément naturelles, des règles comme il disait, et tu dois faire travailler ton cerveau pour prendre des décisions et t'en sortir. Ouais. D'accord ? Donc ça a forcément un impact sur ta vie parce que ça va te révéler à toi-même des comportements ou des prises de décision ou faire fonctionner certains neurones que tu ne ferais pas fonctionner dans ta vie de tous les jours, puisque ta vie de tous les jours elle est réglée. Hein. Tu te lèves, tu t'habilles, tu vas manger, tu payes ton loyer, tu vois, elle est réglée. Le jeu de société ou le jeu de rôle, ce sont les seuls moments qui nous restent où tu vas faire fonctionner des parties de ton cerveau que tu ne fais pas fonctionner d'habitude, qui va te confronter à des problèmes auxquels on t'a pas habitué. Donc ça te fait évoluer. Et forcément, ça a un impact dans ta vie de tous les jours, puisque tu vas te retrouver face à des situations où, naturellement, tu auras mis en place des mécanismes qui feront que tu vas les confronter différemment que si tu n'avais pas joué. Parce que les seuls moments où tu apprends dans la vie de tous les jours, c'est à l'école actuellement. Ouais. Tu n'apprends qu'à l'école. T'apprends où? Vas-y, je dois deviner. Toi, tu m'énerves avant de deviner. Je vais t'en apprendre des trucs en dehors de la vie, moi, tu vas voir. Non, mais c'est vrai, où est-ce que tu apprends? Non, parce que je pense que t'apprends au contact des gens, t'apprends dans la rue. Non, pas moi. Dans le jeu, je veux dire, justement, hors du jeu. Dire que moi, j'apprends à l'école, mais en sortant, allant discuter avec des gens, sans forcément du jeu, tu continues d'apprendre. Quand tu vas te poser une question, dire je sais pas pourquoi le soleil se lève, tu vas commencer à faire de la recherche. Tu emmagasines tes connaissances. Alors, ok, apprendre, c'est emmagasiner les connaissances. Moi, c'est pas de ça dont je parle. Ah, c'est pas apprendre des choses. C'est pas apprendre. C'est apprendre. Je pense qu'il parle du point de vue cognitif. Voilà, c'est ça. Résolution de notre cerveau. Dépasser quand t'arrives à un problème, tu vas inventer une nouvelle façon de dépasser une limite que tu pourras remettre ailleurs. Exactement. La fille m'a compris. Alors que l'homme qui domine, non. Toi, tu parles d'emmagasiner les connaissances. Là, on est en train d'échanger. Donc, je vais apprendre des choses. Je vais utiliser un langage naze. C'est dépasser une surcharge cognitive. C'est beau, non? C'est ton vocabulaire du UFM, ça qui ressort. Oui, mais c'est ce qu'on utilise à l'école. Dit juste avant, c'est dégueulasse. Surcharge cognitive, hop là, il faut que je passe une limite, hop là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça génère, et en plus, ça génère du plaisir. Voilà, en plus. Des hormones de plaisir. Nous ne parlerons pas de plaisir ici. Et tu penses qu'un joueur, alors attends, c'est très intéressant ce que t'as dit. C'est-à-dire que tu penses qu'un joueur en poussant des pions apprend des choses sur lui-même et sur ses comportements dans la vie de tous les jours, sur ce qu'il pourrait. Pourquoi pas si là pour faire ça. Pour apprendre des choses sur soi-même, ça voudrait dire qu'après la partie, tu réfléchis à ce que tu as fait. Je ne suis pas certain, moi, de le faire personnellement. Je ne suis pas certain je joue jamais avec mes potes et après on discute de ce qu'on a fait en disant tu vois, t'as fait ça, tu vois. Et tu vois, et ben ça c'est dans le jeu de rôle, on le fait à fond. J'ai joué au jeu de rôle, on le faisait pas forcément. On partait du principe de passer un bon moment ensemble et de se marrer. Mais ce que je veux dire moi, c'est que tu apprends des choses de manière non réfléchie. C'est de l'expérience, de l'acquisition d'expérience face à des problèmes, comme on pouvait le faire à l'époque de Cro-Magnon, etc. Tu vois ce que je veux dire? Comme le ferait En fait, le jeu apporte des problématiques qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours, parce que la vie de tous les jours, les problèmes sont déjà résolus, tout est cadré. Exactement. C'est-à-dire que dans un jeu à l'allemande, tu vas faire de la gestion en gérant des cubes, des machins. À part gérer ta paye et ton salaire, t'en fais pas beaucoup de ce genre de gestion. Je vais faire ci, je vais faire ça pour impacter là-dessus, là-dessus. Si tu ne le fais pas dans un jeu de société, en prenant des risques, en te pétant la gueule, parce que dans la vie de tous les jours, si t'es un bon père de famille, tu vas pas trop prendre de risques. D'accord? Et ben là, dans le jeu de société, tu peux prendre des risques. Tu peux dire, je vais tirer la ficelle jusqu'à ce moment-là pour voir ce qui se passe. Réussir ou pas réussir. Tu vas prendre confiance ou pas confiance, mais tu peux débriefer certainement après. Mais on peut aussi ne pas débriefer et ton cerveau, s'il est normalement constitué, évoluer. Donc selon toi, grâce à ça, le jeu de rôle peut défendre des problématiques réelles qui vont sortir du jeu. Et je pars du principe qu'un être humain bien constitué, qui a un petit cerveau qui fonctionne, son cerveau peut évoluer face à toutes les situations, toutes les circonstances. Moi mais il y a même toi. Mais il y a très peu de moments où tu t'imposes des règles autant que dans un jeu. Comme le disait très justement l'excellent Dr Mob juste tout à l'heure. Tu t'imposes des règles. Tu as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc bien sûr. C'est un terreau très fort. Moi, je repartirais bien du côté cognitif. Le jeu de rôle, on le connaît aussi dans l'aspect de la psychologie.
C'est pas tout à fait le même jeu de rôle. Il y a des gens qui ont confondu d'ailleurs dans les années 60, mais le jeu de rôle existait en thérapie. On confond encore. Et on confond toujours. Ce qui est pas anormal puisque c'est quand même des choses, il y a des passerelles entre les deux. Tout à fait. Et donc ce jeu de rôle-là, qui est le jeu de rôle de la psychologie, était fait pour changer des vraies choses de la vraie vie. C'est-à-dire qu'en simulant des situations, on arrivait à débloquer ou à analyser, en tout cas à mettre sur avoir une vision différente de choses qui se passaient dans la réalité, dans les interactions humaines. Juste pour préciser, moi je pense, en tout cas, pour que ce soit toujours plaisant, il ne faut pas penser à ça quand tu joues. Tu le fais, c'est tout. À partir du moment où tu te dis, je vais jouer pour me rendre plus machin ou quoi, ou je vais analyser le jeu de rôle pour me rendre plus, c'est naze. Non mais c'est vrai, c'est naze. C'est complètement. Tu viens de me traiter de naze devant tous mes auditeurs. Non mais il y a une différence dans ce que vient de dire Monsieur Fall. Il a pas dit que ceux qui créaient les jeux de société dans cette vision-là étaient nazes. Par contre, je suis d'accord avec Monsieur Fall d'un certain côté. C'est-à-dire quand tu t'apprêtes à jouer, le but n'est pas de jouer en disant je vais faire travailler mon cerveau. Par contre, celui qui a créé le jeu de société a le droit de dire je vais créer un jeu de rôle pour permettre à des gens de faire fonctionner leur cerveau. Cette fille me comprend bien en fait quand je parle. Hein, on est ça m'effraie. Tu vois ce que je veux dire, c'est je comprends, ça t'effraie, oui. Voilà. Alors donc, en tout cas, donc pour toi, c'est clair et net. Un auteur par un jeu de société peut défendre certaines problématiques. Mais s'il en a envie, personne ne te l'interdit. Non, soit. Non, mais moi, je pensais que c'était difficile en fait. Mais c'est une question de volonté. Si t'as envie, la politique c'est parce que ça marche. Prendre des tours très très divers et complètement inattendus. Je me rappelle moi d'une réunion. On avait parlé du jeu de société. C'était au musée de la carte à jouer d'ici les Moulineaux. Il y avait un petit débat sur les jeux de société. Et on parlait des colons de Catane, justement. Et là, il y a une femme qui intervient en disant quoi, ce jeu pourri politiquement incorrect. Et tous dire quoi, colons de Catane. Ouh là là, politiquement incorrect, les colons de Catane. Elle était quoi, mormon, femme de répondre, d'accord, il y a les colons, mais où étaient les gens qui vivaient là avant? Elle venait de Palestine. Ah la vache. Et tout de suite, on remet dans le contexte. Oui, on ne joue pas aux colons en Palestine. Non, c'est pas possible. Non, on joue aux colons à Catane. Donc la politique peut très vite arriver par des biais tout à fait inattendus. Ça, c'est une interprétation politique qu'on fait de quelque chose. Oui, qui n'est pas au départ. Est-ce qu'elle, voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle peut l'être? C'est génétique. Elle n'est pas au départ. On parle de colons. Si quelqu'un veut réfléchir sur la notion de colonisation, très vite, on arrive à des choses très politiques. Rien ne t'empêche, en tant qu'auteur, de le mettre. Enfin, dans tous les actes que tu fais tous les jours de ta vie, tu peux mettre de la politique partout. Regarde, les mecs, les Black Panthers qui ont gagné le 100 mètres, etc., au JO de je sais plus quand, qui sont montés sur le podium en levant leurs bras en l'air comme ça. Ils faisaient du sport et ils avaient une revendication politique. Tu t'en mets bien où tu veux. Après, ça passe ou ça passe pas. Le problème, c'est que le jeu, quand tu joues, tu n'y penses pas à ça. Tu prends juste du plaisir à jouer. Donc c'est très délicat. T'as pas mal de jeux de société en ce moment, j'en ai vu 4-5, mais je trouve qu'il y en a encore plus, des jeux de société qui sont créés en ce moment pile poil pour surfer sur la mouvance du vote de Monsieur le Président ou Madame la Présidente. Et il y a plein de jeux, c'est élis-moi, casse-toi pauvre con, vote pour ma crapule, tout ça. Et je suis pas sûre. Racolage électoral. Mais tout ça, on est bien d'accord, tout ça était pour les élections qui ont eu lieu bien avant. Alors je remercie notre nouveau président de la République. Et du coup, ces trucs-là, je pense certains sont là, podcast toi pauvre con. Je suis pas sûr que ce soit pour non, mais à mon avis, il y a pas d'idée politique dans ces jeux. Non, quand tu joues au jeu, tu as joué au jeu. Non, j'ai pas joué au jeu. C'est un Où est Charlie, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a pas d'idée politique. C'est ça. Mais tu peux en mettre une. C'est de la couleur. C'est la couleur du jeu que de faire partie de la politique. Comment ça, tu peux en mettre une? Tu peux en mettre une, parce que si tu as joué au jeu, parce que moi je me souviens avoir une démarche intellectuelle sur ce jeu, justement, parce que des gens disaient, casse-toi pauvre con, c'est un jeu anti-Sarkozy, donc c'est un mauvais jeu. C'est juste le slogan. Bah oui, des gens qui étaient de droite pour faire vendre que c'était un mauvais jeu. Sauf que justement, tu peux très bien prendre le jeu dans l'autre côté en disant non, c'est un plaidoyer pour Sarkozy, puisque justement, mais tu vois, dans le jeu, tu joues et chaque candidat potentiellement peut craquer et dire casse-toi pauvre con, parce que tu es soumis à une pression, à une charge, tu serres des mains, en veux-tu, en voilà, parce que le jeu c'est ça, tu serres des mains. Et tu peux dire casse-toi pauvre con, que tu sois de droite, de gauche, du centre ou pas. Tu vois, donc tu peux très bien. Oui, mais ce n'est pas génétique, ça ne fait pas partie, c'est-à-dire que l'auteur du jeu. Rien. Mais non, bah si. Tu as parlé, moi je lui ai pas parlé à Mont-Blanc, je lui ai pas parlé. Non mais donc je ne sais pas.
Je ne sais pas, jeune homme. Ouais. Je lui ai pas parlé. Tu ne sais pas. Oui, mais si tu sais pas, c'est que le jeu est pas très bien fait. Ou alors, s'il avait des idées. Ou alors il est vicieux. S'il avait des idées politiques. Non, il est vicieux. S'il y avait des idées politiques dedans et qu'à la fin on sait pas pour qui il vote, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu peux très bien vouloir. Je dirais quand même que c'est de l'antisarkozisme. Non, le jeu a été fait pour être politiquement très équilibré. Oui, il est très équilibré. Il te montre juste une chose, si tu veux voir la politique comme quelque chose qui consiste juste à serrer des mains, pour moi, c'est déjà être engagé. C'est vrai, c'est pas faux. Donc tu vois bien qu'il est engagé, le jeune Maublanc, Philippe. C'est ce que je te dis, c'est que tu ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Son jeu est très vicieux. Si on écoute ton propos, on s'aperçoit que finalement la politique elle vient de l'extérieur. Moi je prétends que ce jeu Castop of Con, il est de l'intérieur, il est déjà emprunté politiquement et politiquement bien pas du tout Sarkozy justement, bien en opposition. Puisque c'est le propos du jeu. Ouais, il est possible que Maublanc soit un sale gauchiste communiste mutant. C'est possible. De droite. Il y a rien de pire que les communistes de droite. Pourquoi le jeu de société, les gars? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ça? C'est votre vie là. Et arrête de te caresser avec mon micro. C'est très agréable. Je ne sais pas qui je vais le prêter après, mais pourquoi Je crois qu'on va te le laisser. Ils sont bons. Je ne sais pas qui l'a utilisé avant. Mais... C'est une bonne attideuse maintenant. Pourquoi le jeu de société particulièrement? Est-ce que il y a pas de réflexion là-dessus. C'est le cours de notre vie en fait. Tu vois, nous on était joueurs de jeux de rôle. Ça a commencé comment tout ça? On était joueurs de jeux de rôle, tout simplement. On se connaît depuis 30 ans. Et là, je pose la question que c'est. Et quel jeu? Nous, on est des vieux de la vieille, donc on a joué dans les années 80. On a fait les Warhammer, on a fait les JRTM, on a fait tous ces trucs-là. On a fait du James Bond, du Star Wars quand ça sortait, du Paranoia. Moi, je vais vous raconter. Je remonte à plus loin. Quand j'étais môme jusqu'à ado, j'étais très laid comme aujourd'hui, et donc j'avais très peu d'amis. Et donc je lisais beaucoup, et j'aimais bien surtout les romans fantastiques et de science-fiction, et puis aussi les films de science-fiction, mais à l'époque quand j'étais petit il n'y en avait pas, puis en plus voilà, et c'est un moment où les gens, quand on lisait des trucs comme ça, les gens nous prenaient pour des geeks geeks, ça existait même pas encore, non, des demeurés simplement, des pauvres types, et puis un jour intellectuel, donc ça plaît pas, un jour il y a eu ce premier numéro de Jeux et Stratégie en 1978 qui parlait même pas une idée à cette époque-là. Qui parlait d'un jeu qui s'appelait Donjons et Dragons. Merci, Fal, merci. Et en résumé, voilà ce que disait en référence l'article en synthèse. C'est comme dans un roman où on jouerait soi-même un des héros. Et alors là, tout de suite, j'ai eu une érection. À l'époque, elle était toute petite, hein, c'était, Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve ça. Et évidemment, dans ma province normande, il y avait que le Monopoly, donc ça n'existait pas. Donc j'ai dû aller dans des plus grandes villes. Et puis en plus, ça m'a pris quelques années pour trouver le premier jeu de rôle. Mais au départ, c'est ça. Au départ, c'est l'amour de la littérature fantastique et science-fiction. Puis l'idée d'en devenir un acteur finalement. Devenir le jeu de rôle qui permet de créer soi-même ses univers sans avoir le talent d'un écrivain pour autant, et en plus d'avoir une certaine immersion et de jouer un rôle, de rentrer dans l'histoire. Voilà. Au départ, j'imaginais pas, moi j'ai fait beaucoup maître de jeu, mais au début j'imaginais pas ça du tout. Pour moi c'était jouer un personnage dans une histoire qui pouvait changer de temps en temps des petits trucs. Voilà. Ça c'était fabuleux comme idée. Toi pareil, le jeu de rôle pareil, ça t'a fait le même effet, érection direct? Non, moi j'ai trouvé là un bon moyen de passer du bon temps avec des camarades, quoi, de raconter des conneries, de faire les couillons, et puis de raconter des histoires. T'as dit que t'avais une carrière de théâtreux à un moment donné. Oui, voilà, donc j'aime bien raconter des histoires, j'aimais bien être maître de jeu parce que j'aimais bien improviser. En fait, j'ai très rapidement, en fait, j'ai quasiment jamais fait jouer de scénarios trouvés dans le commerce parce que ça me gavait de les lire et de les retenir. Alors il écrivait ces scénarios lui-même, ça faisait 3 lignes. Voilà, j'écrivais 3 lignes, je lisais à peine les règles du jeu, et puis après on y allait, on jouait, je racontais l'histoire, j'écoutais ce que faisaient les joueurs, j'imaginais des pièges par rapport à ce qu'ils racontaient, donc on partait comme ça. C'était vraiment l'envie de faire passer un bon moment à mes camarades et essentiellement de se marrer, de se retrouver face à cette situation. J'aimais bien le challenge intellectuel qui était de réfléchir très rapidement et trouver où ils voulaient en venir, leur coller des pièges, inventer des personnages, les noyer, les voir se perdre. En 10 secondes, une scène masterisée par Monsieur Fall, il y a un joueur qui doit sauter en parachute sur la maison des méchants sans se faire voir. Et le joueur idiot, n'ayant pas l'habitude sans doute de jouer avec Monsieur Fall, fait j'espère qu'il va tenir bon ce parachute. Et là, tout le monde le regarde de se tourner vers lui en disant tu n'aurais pas dû dire ça. Oui, forcément. Donc voilà, c'est écouter ce que dit. Voilà, j'aimais bien ce challenge intellectuel. Donc effectivement, le jeu de rôle le permettait de rencontrer des gens, voilà, de créer des mondes, des choses, etc. Et donc très rapidement, on jouait très très régulièrement. Moi, j'avais cette chance d'être père au foyer.
donc d'être très à la maison. Ouais. Pendant que mes camarades vivaient leur vie de la semaine de travailleurs à droite à gauche, moi j'écrivais mes scénarios, je préparais des trucs pendant quel âge? 47 ans, jeune homme. 47 ans. Ça te troue un peu, hein. Ah. Donc, en gros, j'aime quand les hommes de 47 ans se frottent à mon micro. ouais. Et donc, mais t'es quel niveau en fait? Donc j'écrivais ces scénarios. Quand ils revenaient, on jouait tout le week-end, le vendredi, le samedi, le dimanche. 47 ans niveau 2, faut savoir. C'est Ouais, ça. Avec un corps parfait. Et donc, donc on pratiquait beaucoup le jeu de rôle. Et puis malheureusement Magic est arrivé. Voilà. Donc on s'est mis à jouer. Comme disait le Mops, on jouait parfois à des jeux de société de temps en temps pour changer les idées. Hein, donc des jeux qui duraient assez longtemps. Puis Magic est arrivé. Magic a commencé à nous pourrir nos parties de jeux de rôle, a pris le dessus sur le jeu de rôle. C'est-à-dire que, à un moment donné, vous expliquiez tout à l'heure en préparation du podcast que même les personnages que vous inventiez étaient tirés finalement de l'univers de Magic. Oui, voilà, comme moi surtout eux, parce que moi, non. Moi, comme je me masterisais en improvisant. Tu restais créatif, toi, entre guillemets. Moi, je vais poser une question juste qui risque de me faire rêver un peu. Et si vous ne jouez plus, où sont passées vos cartes? C'est une très bonne question. Alors moi, les cartes Magic, en fait, à un moment donné, j'ai beaucoup joué à Magic, mais vraiment beaucoup, vraiment énormément. En première édition. Je ne faisais que ça. J'ai fait des tournois partout en France. J'étais à droite à gauche. J'arrêtais pas de jouer tout le temps. Plutôt à gauche. Plutôt à gauche. Et donc, à un moment donné, Internet est arrivé et ça m'a gavé parce que moi, ce que j'aimais dans Magic, c'était imaginer des combos, des combinaisons de cartes, élaborer des decks, affronter mes adversaires. Et quand on allait en tournoi, que le mec découvre le deck et s'en prenne plein la gueule. Et ça, c'était très plaisant. Mais au bout d'un moment, Internet est arrivé et les decks que tu trouvais sur Internet, tu les voyais partout en tournoi, tout le monde jouait la même chose. Quand toi t'arrivais avec un deck qui était nouveau, on te disait ouais mais c'est le deck qu'a joué John Fish au tournoi de Las Vegas. John Fish, il était très bon. Et tu disais mais non, c'est mon deck à moi. Enfin bref, c'était très pénible. Donc ça m'a énervé. Et finalement, Magic c'est passé de ce que tu disais, d'un apprentissage de mécanique, confronté à un nouveau problème, à un truc de connaissance et de savant. C'était super chiant. Moi, enfin, tout ça m'a gavé. En fait. Ça y est, donc, et puis ils n'arrêtaient pas de modifier les règles, etc. Ça coûtait beaucoup d'argent. J'ai dit ça me gave, j'arrête, je vends tout. Donc j'ai vendu toutes mes cartes avec du système à la con et je me suis acheté un super méga vélo de compétition et je me suis mis au sport à outrance et j'ai fait du vélo comme un fou pendant au moins 2 ans. Moi je vais répondre à ta question pour ma part aussi. C'est marrant parce que j'avais jamais vu la chose sous cet angle et ta question me révèle un ressort profond chez moi. C'est que toutes mes cartes Magic je les ai vendues absolument sans aucun regret pour acheter d'autres trucs. Moi c'était pas un vélo, je pense que j'ai dû acheter de la bouffe avec sans doute, je ne sais plus. Par contre tous les jeux de rôle auxquels j'ai joué, je les ai gardés. Moi aussi. J'ai tous mes jeux de rôle, les figurines pen que j'ai jamais utilisées. Donc la charge émotionnelle n'était pas la même. Non. Quand même. Une main levée ce temps de l'homme qui dodeline. Donc moi j'ai une petite question. Vous avez commencé par le jeu de rôle, vous avez arrêté donc en jouant Magic, après vous êtes mis au jeu de plateau. Je suppose que vous n'êtes jamais remis au jeu de rôle. Et pourquoi? Alors pourquoi on s'est remis jamais parce qu'en fait le jeu de société est devenu notre travail. En fait, on s'est mis à beaucoup jouer. Trick Track est arrivé, c'est devenu une espèce de genre de travail, donc il fallait courir après les nouveautés, c'est devenu important. On nous contacte sans arrêt pour nous proposer de nouveaux jeux, donc on a plus ce temps à consacrer aux jeux de société, bien que aux jeux de rôle, bien que parfois l'envie s'en révèle. Il y a des jeux qui sont très très jeux de rôle, mais à l'ancienne. Par exemple un jeu comme Descente. C'est un jeu où tu étales un plateau. Ça se rappelle les jeux de rôle du début, des tout premiers. Tu avances, tu jettes des dés, tu as des trésors, etc. J'ai joué avec des camarades avec qui je jouais au jeu de rôle et on a fait une partie. Alors le jeu doit être annoncé pour 3 heures, mais nous on est très lent. La première partie qu'on a fait, elle a duré 6h30. On a pris énormément de plaisir, tellement que le vendredi suivant, je joue tous les vendredis avec mes potes. Le vendredi suivant, on a recommencé et on s'est dit putain, autant faire une partie de jeu de rôle. Sauf que ça demande de la préparation et personne n'a plus le temps de faire de la préparation. C'est tout. C'est juste ça. Voilà, c'est vraiment une question de temps parce qu'il faut savoir que maintenant on trouve moi, des jeux de rôle qu'on lit en une demi-heure et qu'on joue en 3 heures. Et le Mops n'a pas que cette raison. Pour ma part, je sais que quand je jouais au jeu de rôle, j'avais un pouvoir immersif très grand et un des grands plaisirs que je prenais dans ce jeu, c'était que on se rendait compte après les parties qu'il y a des moments où on avait partagé avec une simple feuille de papier des scènes imaginaires dans lesquelles qu'on partageait quasi la même. C'est-à-dire que si on se la racontait à nouveau, des détails apparaissaient qu'on avait vus tous. Alors qu'on voilà, il y avait une espèce de une communication, une espèce de symbiose qui dure pas toujours tout le temps parce qu'il y a des fois on est vraiment plus sur la même longueur d'onde. On se quitte pour sans doute mieux se retrouver après. Ouais, et en vieillissant, j'ai vraiment perdu ce pouvoir immersif et cette magie qui n'opère plus. Sérieux? Du tout. Non, du tout. C'est-à-dire que je ne ressens pas d'abord le besoin.
beaucoup moins. Il y a un côté dans le jeu de rôle qui est aussi fuite de la réalité, je le crois sincèrement. Je crois qu'on a un pote qui est dans ton cas en ce moment. Et donc le plaisir que ça m'apportait n'est plus efficient sur moi. Sérieux. Et donc je vois pas l'intérêt pour moi de rejouer au jeu de rôle parce que je suis à peu près persuadé de ne pas retrouver le plaisir que j'y ai pris il y a quelques années. C'est marrant parce que j'ai mon grand frère qui a dans vos âges et lui par contre on vient de lui faire découvrir le jeu de rôle et lui il vient de découvrir ce que toi tu as perdu et il kiffe. En fait, c'est pas qu'il a découvert c'est-à-dire que moi je pense que ton frère Fly il a eu l'érection dont on parlait Mops, mais que lui il a eu beaucoup plus jeune. Et à 5 ans, une érection à 50 ans, c'est bien. Sans c'est une bonne chose. Non mais c'est pas une perte, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi une évolution personnelle, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, parce que par exemple quand je lis un roman, il y a aussi dans les romans à histoire en tout cas cet aspect immersif qui est complètement tact et qui au contraire avec l'âge se renforce, c'est-à-dire que ma pratique de la lecture me permet de mieux savourer les romans qu'autrefois, et je trouve que du coup la pratique du jeu de rôle qui est quand même bardée souvent de stéréotypes qui soient littéraires ou filmiques ne m'apporte plus mon manger et la richesse que j'attends de ces choses-là. En fait le problème difficile, c'est que tes exigences ont changé. Exactement, tes exigences ont changé. C'est-à-dire que je le crains, oui. Tu ne te satisferais plus d'un jeu de rôle comme Warhammer. Non, je n'irais plus dormir sous la tente dans le jardin pour après la partie. Il y a un trouble dans la force Mops en ce moment. Il y a des nouveaux jeux qui arrivent sur le marché et ceux-là, ils sont dangereux au sens où ils vont t'interroger des choses. Je pense par exemple à des jeux comme Psychodrame par exemple de Frédéric Sintès qui est en création encore aujourd'hui. Les cordes sensibles, pardon, qui est un jeu qui est encore en création où le but c'est de jouer un drame familial ou un drame tout court entre des personnes qui ne se connaissent pas. On est dans un jeu de rôle où le but c'est on partage des avis assez différents sur ce jeu, mais où le but c'est ça paraît très fort déjà comme, non mais tu vois, c'est par exemple tu vas annoncer par exemple Mops, tu vas jouer à un jeu dans lequel tu vas te jouer par exemple toi-même annonçant à ta femme que tu as le cancer, et on va essayer d'en développer qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que les personnages progressivement vont s'enfoncer dans le super drame. Dubitatif. Non mais tu peux être super dubitatif. N'empêche que moi j'ai été quand même très longtemps sans pouvoir jouer au jeu parce que ça me touchait trop. Donc ça veut dire qu'on a là un type de jeu de rôle nouveau. Alors là je te cite le cas le plus extrême. Hein. Oui, je vois bien, oui. Tu vas pouvoir jouer par exemple à Prosopopée, qui est un jeu par exemple du même auteur. Et ça c'est la nouvelle vague française du jeu de rôle, si j'ose dire. Où là cette fois-ci tu joues la French Touch, voilà exactement. Où tu joues des gens très zen, des peintres très zen qui doivent trouver des solutions non violentes à des problèmes en gros de confrontation nature être humain, si tu veux. Tu vois, aujourd'hui il y a une nouvelle offre. C'est pas sûr que c'est-à-dire que c'est du Mushishi ou du Mononoke si tu veux au niveau de l'ambiance. On est loin des dragons, des épées qui, même s'ils sont très intéressants et même si moi personnellement j'adore, n'empêche qu'il y a une nouvelle offre pour les gens qui... Ça veut dire qu'avant on faisait semblant d'être des héros et maintenant on va faire semblant d'être dans le caca, c'est ça? Alors non mais si tu veux, en gros l'idée c'est d'essayer de proposer que tu ressentir des choses au sens d'un film des films de Lars von Trier ou des choses comme ça. C'est un très bon exemple de quelqu'un que je déteste, mais alors voilà. Et donc moi j'apprécie beaucoup son cinéma, mais je ne vois pas jouer un jeu où je dis à ma femme que j'ai le cancer. Si tu veux. Non mais voilà. Non mais justement ça interroge. Alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que jette un évin pour voir si je pleure? Ok. Tu fais du stuff, tu pleures pendant une demi-heure. Ok. Maintenant qu'est-ce que tu fais? À des extrémités très sensibles. Là je te dis justement les corps sensibles. Imagine quelqu'un qui a même je dirais de tout léger trouble de la personnalité ou de sensibilité, le plonger là-dedans, ça va être dramatique. Alors là, je te parle sans garde-fou. Je te parle vraiment d'une offre. Là, on est dans l'offre. Attention, extrême. C'est une offre, c'est-à-dire que quand on vient proposer le jeu, dès le départ, tu lui dis. Donc après, si le joueur effectivement se dit, exactement. Non, ça va trop, je vais trop investir dedans, je ne peux pas, je suis trop sensible à ça, je ne joue pas. C'est une offre. On te fait la proposition et en plus, au début de la partie, on définit le problème qui va être abordé. Ça peut aussi ne rien avoir avec ton histoire personnelle. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, actuellement, dans l'offre du jeu de
de rôle, on se retrouve en fait au lieu d'avoir le simple porte-monstre trésor, le donjon, friter des dragons ou des ninjas, d'autres propositions créatives peut-être te faire ressentir des sentiments, te faire vivre une aventure moins extraordinaire qu'un donjon et dragon. Tu vas vraiment trouver d'autres choses et d'autres mécanismes. Ça me rappelle une anecdote d'une partie de Cthulhu que j'avais fait jouer à des gens que je connaissais. Ils étaient 2, donc c'était toute une partie très très intime où j'ai eu la très brillante idée de les faire jouer leur propre personnage dans un monde contemporain. Ça a été la pire des choses que j'ai jamais faites. Voilà, ça a commencé déjà par l'estimation de ses propres caractéristiques qui a donné lieu à des débats assez intenses. Et puis ensuite une dispute pour savoir qui allait conduire. Un truc qui n'arrive jamais dans les jeux de rôle. Mais moi j'en ai vécu une belle comme ça, je vais te dire. Moi j'ai masterisé un James Bond. Ok. Ouais. Une expérience très très amusante. J'avais l'habitude de masteriser James Bond et je faisais jouer Goldfinger. Ok. Pas le scénario du commerce. Parce que le scénario du commerce était naze. J'ai pas voulu faire jouer le scénario du film parce qu'il était connu. Les scénarios de James Bond étaient nazes. Ouais. Donc j'ai lu le bouquin. Et dans le bouquin, qu'est-ce que je découvre? Juste choper la nana. Je découvre dans le bouquin que Goldfinger passe par Orléans. Ok. Ouais. Et il a dormi à l'hôtel moderne qui est juste là, pas loin. Et James Bond arrive à Orléans et dit je déteste cette ville parce que les gens sont pas très sympathiques. Il va dormir à l'hôtel de la gare. Et donc, v'là-t-il pas que je fais une magouille de scénario à moi avec plein de trucs là. Je dis je vais les faire passer à Orléans. Truc très malin. Et puis bien sûr, à un moment donné, il y a une course poursuite dans Orléans. Bon, je ne conduis pas, j'ai pas le permis de conduire. Je me déplace à pied ou à vélo. Et donc à un moment donné, je dis à mes joueurs, ok, hop, il prend la première à droite. Et là, mon joueur me fait, il peut pas. Je dis, pourquoi? Il dit, c'est un sens interdit. Je dis, écoute, merde. La semaine dernière, on a joué, on était à Tokyo, tu m'as pas fait chier avec les sens interdits. Tu vois? Donc là, on est dans les limites de l'intérêt de jouer dans un truc que tu connais du réel. Le mec, il prend pas le sens interdit, quoi. Alors, il y a un énorme problème, effectivement, dans le jeu de rôle, c'est quand on commence à se rapprocher trop de la réalité. C'est-à-dire, déjà, il y a une énorme problématique, nous, qu'on a vécu, jouer son propre personnage. Impossible. C'est super difficile, parce que, il y a ce côté, réussir à se définir en caractéristiques, c'est pas simple. Et puis surtout, s'imaginer jouer son propre personnage dans un jeu fictif. 32 cm? Par exemple. Mais donc ça c'est dur. Et après, effectivement, jouer dans un lieu, dans un univers où tes joueurs connaissent mieux que toi, alors là c'est horrible. C'est très rigolo. Voilà. Ceci dit, je leur ai fait avoir un contrôle de police, un accident et 3 Russes sur le cul. Ils ont pas recommencé. Non mais tu vois, c'est là on est aux limites de la réalité. Là l'offre dont je te parlais tout à l'heure, Mobs, elle est extrême, c'est-à-dire que là vraiment on est dans un jeu parce que sinon il y a des jeux entre guillemets plus légers. Je vais te dire un jeu par exemple, Dogs in the Vineyard. Ah c'est génial. C'est mon jeu préféré. Tu es amené à jouer des gars qui arrivent avec des grands manteaux noirs dans un désert, dans des villages perdus au milieu du fin fond du trou du cul des États-Unis, et tu dois juger, t'es la brigade des mœurs, et tu dois juger des mariages illégaux, des choses comme ça, sachant que t'es dans une société où la religion est hyper importante. C'est un jeu où t'es sans arrêt avec ta Winchester en train de te poser la question, putain, ce type aime cette femme, est-ce que je dois le juger aussi sévèrement, sachant que c'est à moi de le faire, etc. C'est énorme. Ouais, mais ce jeu, il a des mécaniques qui font aussi, il y a la magie, la magie qui arrive en plus derrière, qui se greffe là-dessus. Moi, je suis désolée avec les mécaniques de jeu. Moi, j'ai vécu les plus grands moments en jouant à un jeu. Ça marche dans tous les jeux de rôle. Dans tous les jeux de rôle. À notre époque, nous on le faisait. Si. Moi, j'ai joué à Innominé Satanis Magna Veritas. J'ai fait un scénario dans une compétition où j'ai fait des trucs. Tu peux pas imaginer le blanc qu'il y a eu à la table. Écoute. Le truc, c'est que nous, à la cellule, on prétend que c'est ce genre de parties avec des dilemmes moraux et ce genre d'interrogations ne peuvent être soutenus que par des mécaniques de systèmes de jeu, des systèmes de jeu. Si c'est toi, toi qui amène la problématique politique, ne montre pas du doigt, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que pour moi, le seul problème du jeu de rôle, ça reste le système de jeu. Parce que pour moi, le jeu de rôle, c'est que de la parole. Mais non. Si, c'est que de la parole. Je vais le tuer. C'est que de la parole. La mécanique, c'est un truc pour t'appuyer dessus. Alors, il y a 2 écoles. Alors, tu me permets de partager la mienne et toi la tienne. Ouais. Moi, je pense que ces problématiques, elles marchent dans tous les jeux. Ça va dépendre des compétences du maître du jeu et de ce qu'il veut y mettre. Je peux t'assurer que moi, j'ai vécu des situations dans les années 90, dans du jeu de rôle, donc bien avant que ton truc existe, où tu avais des comportements à la table, où tu pouvais foutre un malaise incroyable, juste par tes actes et tes comportements. Bien sûr. Mais bien sûr. À l'heure actuelle, j'ai fait des choses dans du jeu de rôle qui maintenant me poseraient problème et je pourrais aller en prison. Thomas.
Je t'assure, en prison pour des trucs que j'ai fait. On verra qui ira en fait, prison premier. Dans l'idée, c'est que effectivement, tu as pu, par exemple, dans une INS, faire des actions moraux, des choix moraux, mais ce n'est pas le jeu qui t'a sollicité à le faire. Là, on te parle d'un jeu. Si c'est le jeu. Bien sûr que si c'est le jeu, c'est le maître du jeu. Le système ne t'a pas. C'est le maître du jeu. Je te raconte une histoire. Qu'est-ce qu'on a à foutre de jeter un dé ou pas que ça. En fait, ton système. Si je pousse le bouchon très loin, tu te le fous système, quelque part. Ton jet de dés, ta mécanique, d'accord, fait fi de ta réflexion. Elle est là pour te dédouaner. Parce que tu vas prendre une décision, plus ou moins bonne, et tu vas dire, finalement, si ça marche, c'est pas moi, c'est un jet de dés, c'est une table qui fait que je le fais. Non. C'est pas ça. C'est pas ça, je veux dire. C'est que là, actuellement, on te propose des jeux où, dans la mécanique, t'oblige à avoir ces réflexions. C'est-à-dire que le jeu te sollicite à te faire ces réflexions. Alors que dans INS, en fin de compte, le système te sert de résoudre certaines choses, mais pas ça. On s'en fout. Tu peux le faire. Mais on s'en fout pas. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. Non, mais une question c'est, si tu t'en fous que les règles dans un jeu, c'est le jeu, dans le jeu de rôle, les règles, on s'en fout. Bah, à ce moment-là, ce n'est pas un jeu, parce que dans un jeu, dans la définition du jeu, il y a des règles. Si t'enlèves les règles, ce n'est plus un jeu. Bam. Oui. Tu réponds quoi à ça? Je ne suis pas d'accord. Parce que le jeu de rôle est un peu à part. Parce que, en fait, je peux t'assurer que j'ai masterisé des dizaines et des dizaines de parties de James Bond en ayant lu simplement les 5 premières pages. Mais oui, mais c'est normal. D'accord? Et on a joué. Parce que les règles, c'est moi qui les définissais. Oui. C'est-à-dire que j'avais mes propres règles. Et le joueur, il en avait rien à foutre. Je lui faisais jeter des dés. Et je m'en foutais de regarder la table ou pas. Si la décision que je prenais pouvait aider le scénario, pouvait aider les joueurs à prendre du bon temps, je prenais ma décision et je m'en foutais de la table. Tu vois la différence? Flavie? Alors. Et du calme. Non, c'est génial. Mais pas du tout. Alors moi, je remarque juste un truc, c'est-à-dire que voilà, on est aussi des gens qui continuent à jouer aux jeux de rôle. Tu te parles des choses qui correspondent à des jeux de rôle qui ont quelques années. Et ce que tu dis est très vrai. Alors en gros, elle vient de te traiter de vieux schnock. Hein. Non, mais je vois à peu près où elles vont en venir. Non, donc, ce que tu dis est très vrai. Monsieur tu avais mis en place des règles autour de ta table, puisque les règles n'étaient pas satisfaisantes dans ce que tu trouvais. Tu t'en avais rien à foutre en fait. Et t'avais bien raison. Tu as mis en place autour de la table tes propres règles pour essayer d'amener des choses que toi tu voulais voir venir à la table. Sauf que maintenant, il y a les anciens jeux comme toi où on n'en a rien à foutre des règles qui existent encore, mais il y a aussi de nouveaux types de jeux pour lesquels tu n'aurais pas eu besoin de faire ça, ou ce que toi tu as mis en place autour de la table fait partie du jeu. Sauf que je n'ai pas besoin de ces jeux-là du coup. Bah, mais si. maintenant, puisque je l'avais avant. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que le propre du jeu de rôle, c'est que les joueurs à la table et le maître de jeu en font ce qu'ils veulent. Tu as un outil. Justement, ça, tu as dit d'un univers de jeu de rôle. Justement, tu as dit que toi, tu étais un bon maître de jeu. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais tu as un maître de jeu. Écoute-moi, tu as dit que c'est gentil ce que tu dis là, mais je n'ai pas dit ça. Tu as dit qu'il fallait quand même qu'il y ait de bons maîtres de jeu, parce que les bons maîtres de jeu étaient ceux qui pouvaient prendre des libertés avec les règles. Et ben maintenant, même si t'es un maître de jeu pourri qui arrive pas à avoir des règles, t'as des règles qui vont t'aider. Cette discussion. Alors je vais te dire un truc. Juste ce que j'essaie de faire comprendre à nos jeunes amis, c'était que pour moi, c'est pas une nouveauté, c'est un truc qu'on pouvait faire avec les situations où tu dois prendre des décisions. Parce que quand tu me dis, bon, bah, tu joues des mecs avec des capes noires qui vont, est-ce que je dois tuer ce type ou pas? C'est des réflexions que tu avais. D'ailleurs, on avait inventé des comportements neutres, loyal, bon, loyal, neutre, bon. Que le système de Dogs in the Vineyard te pousse à jouer ce genre de dilemme. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, regarde, on va prendre un, mais de toute façon, on pourra pas se convaincre. Je vais t'expliquer pourquoi il faut qu'on joue pour se convaincre. Si tu veux, mais ça ne me convaincra pas que c'était possible à l'époque avec des jeux déjà existants. J'en ai convaincu plus d'un, je te convainc que tu sombreras du côté obscur. Hein, pour me convaincre? Mais je suis un vieux con, moi, tu sais, moi je... Ah non. Tu seras convaincu, comme tout le monde. Bien Donc, quoi qu'il en soit, tu mets bientôt des nôtres! Le truc, en fait, si tu veux, c'est que, à l'époque, du jeu de rôle, traditionnel, on va dire, dans les, sur la fiche de perso, on trouvait massivement quoi? On trouvait des compétences de combat. D'accord? Si tu veux. Notamment dans Donjons et Dragons, par exemple, où on trouve des compétences de combat et des équipements pour booster son personnage. Ça, c'est un jeu dont le but... Alors, attends 2 minutes. Laisse-moi terminer, puis après, je te laisserai... Donc, tu vois, le but de Donjons et Dragons, c'était pas de faire de l'enquête. C'était d'explorer des donjons et de faire des pex, d'accord? Et puis là, c'est monter un jeu de rôle révolutionnaire. À l'époque, c'était Cthulhu. Où cette fois-ci, le gars qui a fait Cthulhu, il s'est dit, mais putain, il y en a marre d'explorer des dragons et de faire de l'enquête, d'explorer des dragons, d'explorer des donjons où il y a des dragons et de faire de l'enquête avec un jeu qui ne permet pas de le faire. Donc moi, je vais créer un système dans lequel ce sera l'enquête qui sera au centre du truc. Mais tu te trompes parce que, en fait,
très rapidement, il y a eu des types de comportements profilés par la règle, effectivement. Tu es bon, tu es neutre, tu dois y être bon. Donc, les vieux joueurs de Donjons et Dragons faisaient, qu'est-ce que mon personnage va faire? Et même, j'ai même entendu les gens dire, si ça avait été machin dans cette situation-là, il lui aurait fracassé son crâne. Tout à fait d'accord. Puisque je joue bidule, je vais lui pardonner. Donc, c'était des comportements qui étaient induits par la mécanique à l'époque. Absolument. Ensuite, tu viens de le dire, induit par la mécanique. Bien sûr. Donc, ça existait déjà. On est d'accord. Oui, ça existait déjà. Et bien sûr, Donjons et Dragons, c'est un des meilleurs jeux du monde. Parce qu'au moins, il est clair. Il est clair au niveau de ses mécaniques. Il te pousse à explorer des donjons. Je n'ai jamais aimé Donjons et Dragons. On sera définitivement pas pareil. Non, c'est possible. Mais, quoi qu'il en soit, Donjons et Dragons, le système est clair. Il t'amène à faire tel ou tel type de partie. D'accord? Et Cthulhu, il t'amène à faire des parties d'enquête, par exemple. Parce que le système, les règles et la fiche de personnage t'amènent à être défini par un enquêteur. Parce qu'on prend pas le jeu de rôle, mais c'est peut-être normal, c'est une question de genre de pourquoi on joue. Parce que moi je prends pas le jeu de rôle du point de vue de la règle, je prends le jeu de rôle du point de vue de ce qu'on va vivre avec des gens. Non, et de l'univers qu'il me propose, moderne, pas moderne, c'est de la magie, il y a pas de la magie, voilà, quel univers j'ai. Je m'en fous de la mécanique. C'est un outil pour atteindre un objectif. Oui, mais d'accord. Contrairement à un jeu de société sur table, parce que le jeu de rôle est un jeu de société, parce qu'on joue ensemble. Contrairement à un jeu de plateau où les règles sont édictées et tu ne peux pas t'en sortir, tu les appliques à la lettre. Sinon, ça ne marche pas. D'ailleurs, avec mes anciens. Oui, je t'écoute. Comment on peut dire ça sur un jeu de plateau? Alors, un jeu de rôle, on ne respecte pas les règles, mais un jeu de plateau, on respecte les règles. Mais c'est dégueulasse. Pourquoi est-ce qu'il y a un jeu où on respecterait les règles et un autre on ne respecterait pas? Parce que le but du jeu de rôle, pour moi, d'accord? Pour moi, le but du jeu de rôle, c'est de passer un bon moment et de raconter une aventure dans laquelle on va prendre plaisir et qu'on va se raconter après. Comment on prend plaisir? Parce que moi, en tant que maître de jeu, je suis là pour que les joueurs passent un bon moment. Mais comment? Est-ce que c'est en fritant des monstres? Est-ce que c'est en jouant des histoires d'amour? Si à un moment donné dans le jeu, dès le départ, le type prend une mauvaise décision, fait un mauvais jet de dés et me tue tout le groupe, qu'est-ce que je fais? Mais j'ai respecté la règle, j'ai regardé ma ligne, tout le monde est mort. Non. Le mec, il a appuyé sur le mauvais bouton, au bout de 10 minutes, tout le monde est mort. Qu'est-ce que je fais de mon scénar que j'ai mis une semaine à préparer? Je me le carre? Non, je triche. Parce que l'objectif du jeu de rôle, en tant que maître de jeu, c'est que mes joueurs passent un bon moment. Et moi aussi, bien sûr, en leur racontant une histoire. Voilà. Et donc, pour ce bon moment-là, les règles sont un outil. Je m'appuie dessus parfois, je m'appuie dessus quand j'en ai vraiment besoin ou pas. C'est le propre du jeu de rôle. Sinon, ça ne marche pas. Et en plus, dans le jeu de rôle, tu as un maître de jeu et des joueurs. C'est le maître de jeu qui s'accommode des règles. Ce ne sont pas les joueurs. Le joueur, quand il jette un dé, il ne triche pas. Voilà. Le maître de jeu s'accommode des règles. Alors là, on est bien clair. Alors que dans un jeu de plateau sur table avec des cubes en bois, il n'y a pas de maître de jeu. On doit tous être soumis à la règle et la suivre. Tu vois la différence? En fait, je sais d'où vient le problème. C'est que quand on parle de jeu de rôle, il y a d'un côté le maître de jeu et de l'autre côté le joueur. Le joueur ne triche pas. Il y a maintenant des jeux de rôle sans maître de jeu. Sans maître de jeu. Bon, peut-être. Mais alors c'est autre chose. Et dans ces cas-là, on ne triche pas. C'est du jeu de rôle aussi. Du jeu de rôle à autorité partagée. Ok. Non, mais si tu veux, je vous invite les gars. Vous êtes Trick Track TV, vous êtes tout puissant, vous êtes 15 000 vues par jour sur votre site. Je vous invite à refaire du jeu de rôle. Revenez avec nous. On n'a pas le temps. Moi, j'attendrai un jeu de rôle. Moi, je pense que le jeu de rôle. Moi. Je fais partie. Non, mais j'ai une question à poser. Il y a des filles maintenant? Ouais. Si, regarde. Il y a beaucoup plus de filles. Au moins une. Il y a beaucoup plus de filles aujourd'hui. Moi, je pense que le jeu de rôle est un jeu qui a un potentiel énorme. Le problème du jeu de rôle, ce sont ces putains de foutues règles. Tout le temps. C'est-à-dire que les gens comment t'expliques ça? J'ai déjà fait, pour expliquer comment jouer un jeu de rôle à quelqu'un, j'ai déjà fait une partie comme ça. Je dis voilà, t'es un agent secret, tu reçois un machin qui te dit ça, qu'est-ce que tu fais? Sans papier, sans rien. Et le type comprend tout de suite. Oh ben je vais au rendez-vous qu'on m'a donné. Ok? Tu sors, le mec il fait bon ben je lui dis tu sors, tu vas dans la rue. Et pour glisser le mec, tu dis ouais je m'y rends. Mais s'il dit il s'y rend, ça n'a pas de sens. Tu lui dis ok, tout se passe bien, il fait bon, tu restes imprudent comme ça. Ah non, je vais surveiller. Tu vois? Donc tu l'aides. Et le mec comprend. Il n'y a pas besoin de règles, Tout le monde comprend. N'importe qui. J'ai fait jouer ma mère au jeu de rôle. À un jeu qui s'appelait Surtout ne descendez pas dans la cave. Une espèce de jeu qui n'existait pas, un supplément dans un vieux magazine qu'on avait modifié. C'est très facile à comprendre, t'as tous les mécaniques,
On sait que t'es un groupe, tu dois pas te séparer. Donc tout le monde peut comprendre. Mais le problème, c'est les règles. Comment tu fais avaler les règles? Regarde, dans l'exemple de partie que tu as donné, le nombre de règles qu'il y a. Première règle, je suis le décor et toi, tu joues ton personnage. Première règle. À ta maman, tu lui as pas dit les règles, mais il y avait des règles en fait. Bien sûr. Mais je te parle pas de ça, moi je te parle de vendre un truc pour que ça se répande. Rendons ces règles explicites. Mais moi j'ai pas de problème avec là-dessus. Je suis sûr que le jour où un mec réussira à faire tenir un vrai jeu de rôle dans un format jeu de société comme il a, on va y arriver. Les Fabula, tout ça, ça marche moyen, mais c'est des tentatives. Il y en a d'autres. Ici, on a reçu des gens qui nous ont fait à des jeux, jouer à des jeux. Où je me suis dit, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Le jour où le jeu de rôle sera réduit à un paquet de cartes ou autre, avec une vraie mécanique, ça va se répandre et les gens joueront. Tu diras. C'est génial. T'es en train de dire t'es en train d'annoncer notre mort là en fait. Non, pourquoi qu'elle est mort? Non, tu veux qu'on joue au jeu de rôle ou tu veux pas qu'on joue au jeu de rôle? Il y en a déjà. Et après tu pleureras. Tu sais pourquoi tu vas pleurer? Parce qu'un jour il y a un mec qui sortira jouer au loft, jouer à Secret Story, jeu de rôle. T'as un secret. Voilà les cartes. Qu'est-ce que tu fais? Ben moi je vais au confessionnal. Vas-y, joue ça, je fais ça. Et là tu vas pleurer. Il y en a déjà. Tu vois. Mais il y a déjà des jeux de rôle comme ça. Non, juste qu'il y avait déjà des jeux de rôle comme ça avec des cartes et tout, qui sont des jeux qui marchent. C'est vraiment une discussion passionnante. Et de l'avoir avec toi, c'est énorme. C'est énorme. Aloïs. Et qu'est-ce que tu penses de Bruno Feduti qui dit que le jeu de rôle c'est la forme absolue du jeu de société parce que c'est le jeu qui va le plus loin dans la création des univers et on parle de deux choses là parce que tu as si tu dis c'est le meilleur jeu parce qu'il va le plus loin dans la création des univers, d'accord. Le meilleur jeu pour moi, le meilleur jeu du monde pour moi, c'est le poker. Le reste ça n'existe pas. Oh là, voilà. On est définitivement très opposés. Ok. Maintenant, Maintenant, si tu me dis le jeu de rôle est le meilleur jeu au niveau du univers, ouais, le jeu de rôle, c'est dans ce qu'on appelle le jeu de société, être en société avec des gens et partager quelque chose. Pour moi, il y a pas mieux. Il y a les meilleurs souvenirs que je peux avoir. C'est des souvenirs de jeux de rôle. On se les raconte, etc. C'est sûr que là, oui, dans la création de l'univers, il y a un gros souci dans ce que dit Feduti, c'est qu'il assimile le fait de jouer à une activité créatrice. Et alors? Oui. Je suis désolée. Pour moi, je peux jouer à Monopoly et me trouver ça rigolo sans avoir une activité créatrice. Oui, d'accord, ok. Mais je suis d'accord. Je pense qu'il y a une grosse assimilation. Est-ce que tu penses que tu pourrais le faire avec une activité créatrice? J'ai peut-être mal restitué aussi. Ouais. Parce que moi aussi, je peux faire des tas de trucs sans activité créatrice. En fait, non, mais il peut y avoir du jeu, une activité ludique. Sans activité créatrice. J'ai pas dit que c'était celle que j'aimais. Moi, je suis fan de jeu de rôle. Par rapport au jeu de société où tout est donné, où le matériel est tout fait, le jeu de rôle, en tout cas tel qu'il était pratiqué il y a encore quelques années, demandait une petite partie créative de soi-même, même complètement stéréotypée, mais nécessitait d'écrire un peu, de poser des scènes. Je trouve ça réducteur, Feduti, de dire oui, le jeu de rôle est le meilleur jeu de société parce qu'il y a une activité créatrice. Si c'est au niveau de l'activité créatrice, oui, le jeu de rôle sera bon, mais on ne demande pas au jeu de société d'être une activité créatrice. Mais dès qu'on dit une phrase avec le meilleur, le plus, l'ultime, de toute façon, il y a toujours. Et si tu mets Feduti dedans, ça, c'est bancal. Tu me Feduti. Ah, c'est une joke privée, ça va, quoi. Tu déconnes. Quoi qu'il en soit, tout à l'heure, quand c'était très intéressant, tout à l'heure, mais vraiment, ça, j'adore. Je prends mon pied, là, donc tout à l'heure, tu disais, que finalement, un jour, il y a un jeu de plateau qui va sortir et qui expliquera assez explicitement les règles du jeu de rôle, en fait. Plus ou moins, c'est-à-dire que je suis persuadé que prophétiser la mort du jeu de rôle parce que non, je prophétise rien du tout. Moi, de toute façon, le jeu de rôle peut pas mourir. Il y aura toujours des adolescents boutonneux, sans copine, combien d'années dans des caves pour aller. Je t'explique ce que je voulais dire par là. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, s'il y a vraiment les règles explicitement qui sortent, il y aura plus besoin d'autres règles. Il y aura besoin d'univers. Il y aura besoin d'un mec sans doute, oui. Mais du coup, ce jeu de plateau... Et en quoi ce serait la fin du jeu de rôle? Non, justement. Il arriverait partout. Oui, c'est ça. Mais quelque part, ce serait la fin de l'industrie du jeu de rôle basée sur on te vend des règles. On peut plus vendre des règles puisqu'il y a un jeu de plateau qui existe. Si ça permet au jeu de rôle d'arriver partout. Ça, j'y crois pas. C'est parce que tu as le jeu de gestion et le jeu de gestion, il y a plein de règles de gestion. Donc il y a pas de. C'est pas possible parce que en fonction, je t'explique, en fonction de ce que tu veux faire ressentir à tes joueurs, tu vas avoir besoin de mécaniques différentes. Et ton plateau qui va présenter soi-disant le jeu de rôle universel. C'est ça que je dis. Autant la femelle me comprend, autant le mâle ne comprend rien de ce que je dis. La femelle écoute. C'est ça. Non, je dis simplement que le format jeu de plateau qui a le vent en poupe à l'heure actuelle peut, si on arrive à faire rentrer un jeu de rôle dans ce format-là, passer les frontières qui actuellement lui sont bloquées. C'est-à-dire rentrer dans le mainstream. Il n'y a aucune raison que les gens ne puissent pas, tous autant qu'ils sont, jouer à un jeu de rôle facile avec une partie de 1h30. Tu peux jouer au jeu de rôle 1h30. T'es pas obligé de jouer au jeu de rôle pendant des campagnes et des campagnes de 12 heures. Entièrement d'accord.
Thomas. De toute façon, nous on trouve actuellement, c'est vrai que nous on a une émission qui s'appelle donc One Shot qui nous permet de tester des jeux de rôle. Actuellement, on tourne sur les jeux de rôle qui font une vingtaine de pages, qui se lit en l'espace de 20 minutes et qui se joue de suite et la partie fait 2 heures. Voilà. Mais ça fonctionne, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison. Ce sont des jeux dans lesquels les règles sont très importantes parce Bien sûr, mais je ne dis pas le contraire. Hein. Si vous ouvrez la porte, allez page 43. Non, Ça fait longtemps qu'on n'y joue plus. là, du coup, si t'enlèves les règles qui sont dans la base du jeu, tu joues plus au jeu du tout, quoi. Tu peux pas dire, par exemple, on parlait tout à l'heure de Zombie Cinéma, le petit jeu où tu pousses des pions et en fonction de l'endroit où les pions est, les zombies acquièrent des capacités différentes et on joue, c'est du jeu de rôle, on joue tous des rôles. Oui, etc. mais toi tu as peur de la disparition du marché, mais non, parce que si dans ta non, boîte tu mets, j'ai pas peur de ça. non, si dans ta boîte tu mets, je sais pas, tu joues à un jeu médiéval fantastique, il y a des cartes, avec des épées, des machins, des sorts, des trucs. Tu peux toujours en vendre des suppléments. Ouais, tu auras toujours du. Non, mais moi j'ai pas peur de la disparition du marché. De toute façon, il existe déjà pas, donc il y a pas de problème. J'ai pas peur. Oui, ça de ce côté-là, il y a pas tellement à craindre. J'ai pas, si tu veux, j'ai pas de souci avec ça. Non, le truc c'est que l'idée qu'il puisse exister un jeu de rôle entre guillemets un kit universel de faire. Non, du j'ai jeu de jamais rôle, employé le mot universel. Non, mais excuse-moi, non. J'ai jamais employé le mot universel. Non, mais même si tu l'as pas employé, c'est-à-dire l'idée de faire rentrer un jeu de rôle dans un jeu de plateau, ça y est, on le fait déjà. C'est-à-dire que il y a déjà des jeux qui le font. Mais c'est cool, mais où est-ce qu'ils sont référencés sur Trick Track? Je sais pas, nous Alors, on ne référence que ce qu'on nous propose. Non, c'est une question que on m'a déjà posée. Les rôlistes sont venus me voir, pensant que j'étais un sale moche représentant du jeu de société. Ah, l'allemande qui parle comme ça, et qu'il est hors de question que je joue au jeu de rôle. Et donc, on essayait de me gauler sur le fait que, il n'y a pas de jeu de rôle sur Trick Track. Alors que si. Alors d'abord, il y en a quelques-uns. Parce qu'en fait, quand on a créé Trick Track au départ, on a créé l'option de pouvoir saisir du jeu de rôle. Et comme n'importe qui avec un compte peut créer des fiches de jeu de rôle, voilà. Et nous, on n'avait pas tellement on a des problèmes de temps aussi, à savoir que donc on s'est donné un objectif qui est de travailler sur le jeu de plateau. Et donc, c'est pas parce qu'on aime pas les jeux de rôle, c'est parce que on n'a pas le temps de faire déjà ce qu'on voudrait faire. Et puis en plus, je crois qu'il y a déjà des sites qui font ça. Il y a des sites de référencement sur le jeu de rôle, comme le GROG, largement suffisant. Voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des jeux en ce moment qui sont refusés sur le GROG. Je vais vous expliquer la situation. C'est qu'à l'heure actuelle, il y a certains jeux indépendants qui sont refusés sur le GROG parce qu'ils sont considérés comme n'étant pas du jeu de rôle, parce que par exemple, il n'y a pas de maître de jeu. D'accord. Et du coup, ils ont vieilli aussi. Hein. Ces gens-là font bien ce qu'ils veulent. Nous, on refuse rien tant que ça rentre dans nos cases. Non, mais ce qui veut dire qu'il y a des jeux qui sont entre les deux, si vous voulez, qu'on le cul entre deux chaises. Bien sûr. Et qui sont pas sur Trick Track, qui sont pas sur le GROG. Ah nous on les refuse pas, donc ils sont pas venus nous voir, c'est tout. Hein. Nous, t'as bien fait une news sur Fiasco là, il y a pas très longtemps. Les jeux narratifs, on en parle. Un petit plaisir. Est-ce que vous avez reçu récemment un livre qui s'appelle Prosopopée? Non. Non. Pas de mail, rien du tout. Il avait dit qu'il vous l'enverrait. Je vous conseille vraiment. Peut-être, je sais plus. Jouez-y. Ouais, mais on jette très vite les trucs. Essayez d'y jouer. On vend ce qu'on nous envoie. Le menteur, il a dit qu'il gardait tout. Mais essayez d'y jouer parce que c'est vraiment un jeu de rôle justement qui fait partie de cette mouvance-là où les règles sont importantes d'une part et où il n'y a pas de maître de jeu d'autre part et qui vraiment fait rentrer à mon avis le jeu de rôle dans un jeu de plateau. Moi j'aime bien la notion de maître de jeu dans un jeu de rôle. Je pense qu'un jeu de rôle sans maître de jeu ça m'emmerderait. C'est un peu comme un jeu. Je n'aime pas les jeux coopératifs par exemple. Alors, je déteste les jeux coopératifs. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt d'un jeu coopératif. Voilà. Il faut des putasseries quoi dans le jeu. Faut des... Non, faut pas de la putasserie. Ça n'a rien à voir avec de la putasserie. C'est que je ne vois pas. D'abord, première chose qui me dérange. Le mec qui connaît le mieux la mécanique du jeu, qui a déjà joué plein de fois, c'est lui qui va prendre toutes les décisions. Donc les autres ne jouent pas. Je vois pas l'intérêt. Ensuite, t'es là face au truc et tu vas perdre. Tu vois, on est tout. Mais t'as qu'à le virer l'autre, ou t'as qu'à lui dire que t'as fait 3 points de dommage en supplément. C'est bizarre de jouer en se disant on va se faire humilier par le jeu quoi. Alors il y a cette notion de jeu de société où tu dois suivre la règle, donc t'as tiré la carte et tu vas mourir. Ah zut, on est passé pas loin, merde. T'as joué pendant 2h30 pour passer pas loin. Tu vois. Et je peux vous poser une question. Ouais. Est-ce que vous aimez bien Loup-garou? De Tierce-Lieu? Ouais. Oui, beaucoup. Oui. C'est pas mon jeu préféré, mais j'aime bien. Ce qui me plaît dans les Loup-garou de Tierce-Lieu, c'est le fait de jouer aux avocats. Alors, ça m'arrive très peu. Enfin, au départ, ça m'arrivait très peu parce que j'étais le premier à mourir très souvent. Mais ce que j'aimais dans les Loups-garou de Tierce-Lieu, c'est parler, raconter des trucs et surtout faire dézinguer les autres les uns après les autres. Voilà, c'est ça, jouer l'avocat. Voilà, ça me plaisait bien. Mais je suis pas un grand fanat de ce genre de jeu. Voilà. Je préfère faire une bonne partie de jeu de rôle avec un maître. Mais dans le jeu de société, on est dans un format compétition, c'est-à-dire que tu essayes d'optimiser tous tes coups. Voilà, je comprends pas que
les gars, on n'a qu'à faire ça. Je te dis, il y en a toujours un qui prend le dessus dans les jeux Et coopératifs. au final, c'est quoi c'est peut-être une question qu'on vous a déjà posée 10 000 fois, hein, mais vos jeux de société préférés? Et pourquoi? Alors moi, j'aime bien les jeux d'opportunistes. La question de fond de tiroir. Non, j'aime bien les jeux d'opportunistes, c'est-à-dire que j'aime les jeux où tu vas élaborer une certaine stratégie, mais tu vas devoir tous les 2-3 tours réévaluer en fonction de ce qui s'est passé sur la table pour voir si d'un seul coup tu n'aurais pas mieux à faire. Et un nom Euphrate et Tigris par exemple, El Grande. Alors c'est des jeux un peu âgés, voilà. Mais j'aime bien dans les jeux récents sortis, j'aime bien un jeu comme Descendance, voilà, des jeux comme ça qui Trajan, j'aime bien, qui va sortir, enfin qui est sorti il y a pas très longtemps non plus. Voilà. Il fut un temps où ces jeux-là étaient très peu fréquents. Maintenant, la production est telle que pour un plaisir, parce que mon cerveau fonctionne comme ça. Mon cerveau fonctionne à court et moyen terme. C'est comme ça. Et donc, maintenant, il y a une production suffisante pour que je trouve tous les mois un jeu qui correspond à ce que mon cerveau Ça, c'est quelque chose préfère. qui revient très souvent dans ton discours. C'est-à-dire que le jeu de société est arrivé à un tel niveau aujourd'hui, il y a une telle abondance finalement de propositions que... Mais c'est comme la littérature et la musique. C'est-à-dire que fut un temps où il y avait très peu de... C'est comme s'il y avait très peu de musique et t'écoutais tout ce qui sort. Ouais. Du funk, du punk, voilà. Mais au bout d'un moment, il y a tellement de productions qui correspondent à ton plaisir que tu décides d'écouter qu'un truc. Donc tu es mono-jazz, tu n'écoutes que du jazz ou que du classique. Alors parfois tu fais du jeu de stratégie. Voilà, ben là c'est ça. Donc voilà, il y a des jeux pour tout le monde, même pour des esprits qui aiment bien la gestion. Ouais. Dans la gestion pure, tu as plusieurs façons de gérer. C'est le mental de chacun. Ton cerveau est plus à même de gérer à très long terme. Tu ne veux pas changer de stratégie, coûte que coûte. Puis tu as celle qui va pouvoir évaluer. Donc l'offre permet et moi j'ai plein de jeux comme ça qui sortent qui correspondent à ce que j'aime. Et le Mops, du coup. Alors quand on me pose cette question, je sais pas si tu as remarqué, dès que tu as commencé à prononcer cette phrase, j'ai regardé toutes les boîtes. Tu as détourné le regard. Je regarde toutes les boîtes de jeux en faisant au secours. Et en fait, je vais te répondre à un truc que je répondais à mes enfants. Alors ils me posaient rarement la question, qu'est-ce que tu préfères? Dis-moi papa, qu'est-ce que tu préfères? Quelle est ta couleur préférée? Tiens, prends ça dans les dents. Rouge. Et ben moi j'en ai pas, et je leur répondais, moi j'aime bien toutes les couleurs, ça dépend quand et où. Et les jeux c'est pareil, et ils ont pas la même saveur, ils ont pas la même texture. Je dirais personnellement que c'est plutôt le format court, avec des règles relativement légères. Il y a un truc que j'aime bien dans les jeux, moi ce que j'appelle c'est la règle de la victoire paradoxale, c'est-à-dire les jeux où faut faire un truc pour gagner, mais que si tu le fais trop tu perds. Et qu'il faut juste trouver le moment où régler son voilà. Donc j'ai pas de nom à te donner parce qu'en fait chaque jour je pourrais te dire mon jeu préféré c'est celui-là et ça serait jamais le même. Ça c'est quelque chose qui revient super souvent aussi dans ton discours, c'est l'idée que finalement ce qui fait le jeu génial, c'est pas tant le jeu en lui-même que son contexte, c'est qu'il est arrivé au bon moment avec la bonne mécanique. C'est ça, et surtout les bonnes personnes autour de la table. Moi j'ai déjà pris plaisir à jouer à des jeux qui sont somme toute très moyens, mais il y avait les bonnes personnes au bon moment et on s'est bien marré et on en a un bon souvenir. Voilà, on a fait une vidéo avec Croc sur Tuturista qui est le jeu le plus con du monde où c'est un chien qui fait caca dans une pelle. Et ben ça reste un grand moment, on s'est bien marré avec Croc. Voilà, jamais je dirais Tuturista est mon jeu préféré, mais ça dépend vraiment des gens à un instant. Je vais dire un truc qui a absolument rien à voir, mais j'en profite. Toi aussi tu as envie? Vas-y. J'ai envie de dire un truc qui n'a absolument rien à voir. Dis merci à Croc de ma part pour la Bible à Dudule. D'accord, ça sera fait. Il habite Orléans aussi alors? Non, il habite pas loin, il habite une centaine de bornes. Non, mais il vient nous rendre visite de temps en temps parce qu'il aime bien. Bah oui, souvent on le voit dans vos émissions. Bah c'est comme ça d'ailleurs que j'ai mis un visage sur son nom. Croc est un... Et ça c'était pas la meilleure des choses à faire à mon avis. Croc est quelqu'un qui explique particulièrement bien les règles du jeu et c'est un partenaire de jeu très très plaisant. D'accord. Voilà. Je voulais un peu aborder l'économie du jeu de plateau. Ça se porte bien, c'est florissant. C'est une croissance à 2 chiffres. Ouais, et c'est voilà, c'est ça. Ça fait plaisir, ça fait envie hein. Ouais. Mais on sait pas si ça va durer. On sait pas si ça va durer. Et vous Trick Track par exemple, vous en vivez Oui, c'est une entreprise qui arrive à en vivre. Putain, il y a du boulot bien quand même. parce qu'on est un certain nombre d'employés, vous avez vu nos locaux. Voilà, c'est assez cosy, on est bien équipé, bien, on arrive à s'en sortir. C'est clair, c'est assez impressionnant. On se demandait si on allait racheter Google ou pas, mais pas tout de suite.
Un peu pensé à Pixar sur le principe, il y a la télé, les canapés dans un coin, il manque juste des petits jeux de société pour réfléchir, pour ensuite se donner encore plus. On essaie de travailler dans un environnement agréable. Si tu veux, moi je pars du principe que tu passes quasiment plus de temps réveillé à ton bureau que chez toi. Ouais. Donc autant travailler dans une ambiance plutôt agréable, avec du bon matériel, et voilà quoi. Sinon c'est l'horreur. Sinon à quoi ça sert de vivre? Manque plus que les gens sympas, quoi. C'est ça. Pourquoi il y a pas de gens sympas ici? Bah non, mais je vais en virer 3 pour en prendre 3 autres. Je fais des essais, tu sais. Voilà, et pour le moment, j'ai pas encore trouvé les. D'ailleurs, Mop, tu passes dans mon bureau. C'est un métier vraiment difficile, hein. Non, on se plaint pas. Nous, on est super heureux. Tu parles. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qui fait le succès du jeu de plateau, par exemple, par rapport au jeu de rôle qui marche pas, quoi, La règle, tout simplement. Et déjà, la règle est un problème dans le jeu de société. Et donc, dans le jeu de rôle, c'est pire, parce que il faut s'avaler une règle. Et les jeux de rôle, alors, ceux que je connais, moi, de l'ancien temps, je sais pas comment c'est maintenant. Tu disais, il y en a de 20 pages, mais c'est 20 pages à lire. Dans des jeux de société, t'as des règles de 4 pages. Il y a des gens qui arrivent pas à les lire. Le jeu, ça se répand, en parlant. La plupart du temps, tu expliques la règle à quelqu'un, il a joué, ça lui a plu, il va l'acheter, il a pas à lire la règle. C'est pour ça que les vidéos ont du succès. Parce qu'on explique la règle du jeu. En même temps. Et tu dis, je l'ai comprise, donc voilà. Oui, une petite remarque. J'allais juste dire, c'est la préparation. Et aussi la préparation. Moi, j'ai une autre explication, parce que, en fait, de mes amis, je suis la seule à faire du jeu de rôle. Et par contre, l'autre jour, j'ai amené Jungle Speed à une soirée et ça a marché du tonnerre. Forcément. Parce que en fait, et donc on a discuté après, et juste le jeu de rôle, ça leur fait un peu peur de s'investir comme ça. Il y a une implication dans le jeu de rôle qui est très forte. Voilà, tandis qu'au moins Jungle Speed, tu te bats pour le totem, c'est fun. Et tu trouves pas que c'est de la grosse implication, ça aussi d'être au taquet? Moi, je peux pas jouer à Jungle Speed, c'est trop de stress. Oui, on peut voir ça aussi comme ça, mais ça reste. En plus, quand tu joues contre Thomas, t'as vu les paluches qu'il a, le Jungle Speed, ça reste un objet, c'est-à-dire que dans le jeu de rôle, il y a le mot rôle, il y a la personnalité qui rentre en compte, la personnalité réelle, la personnalité fictive. Tu commences à toucher à des points extrêmement sensibles de l'individu, auxquels il y a des gens qui veulent pas du tout qu'on touche, ni même qu'on évoque simplement. Donc le jeu de rôle, ça peut foutre la trouille. Hein. Mais ça s'estompe quand tu prends des univers extra connus. Tu vois, tu fais jouer des agents secrets, tu fais jouer des trucs que tu vois à la télé, j'ai fait jouer des loups-garous à mes copains, voilà. C'est passé comme une lettre à la poste. Voilà, moi j'ai fait jouer à ma famille qui connaissait rien pour leur montrer ce que c'était. Ce jeu où, enfin, cette ersatz de jeu où tu jouais des gens qui rentraient dans un village la nuit et puis on allait les découper à la tronçonneuse. Enfin, tu vois, c'est un univers connu. Surtout ne descendez pas dans la cave. Tout de suite, le premier truc, tu dis, t'arrives dans un village la nuit, ta voiture tombe en panne, restons tous ensemble, on va se faire découper. Tu vois, les réflexes sont automatiques. Tu perds cette notion de on va me manipuler mentalement. Tu vois, il faut, ça marche dans des univers. L'univers fantastique. Moi, je me souviens, mes premières parties de jeux de rôle, j'ai joué à JRTM. J'ai commencé sur JRTM, genre première édition, avec des règles monstrueuses et des feuilles de perso ultra compliquées. La célèbre table des manœuvres en mouvement. Pourtant, j'étais jeune, j'avais quoi? J'avais 25 ans maximum, donc j'avais un cerveau à peu près efficace, un corps sublime, tu vois. Je veux dire, j'avais pas de quoi paniquer. Pourtant, j'ai eu peur de merder, de pas me souvenir de ce qu'il fallait faire. Tu vois, donc t'as vraiment voilà, la règle, l'apprentissage, l'investissement peut poser problème parce que tu dis alors attends, mais surtout que les mecs ils étaient là quoi. Alors t'es à quelle époque? Alors c'est l'époque machin avant que la guilde des trucs arrive. Vous avez été attaqué vraisemblablement par une mouche du Mordor. Quoi, cette époque, c'était impossible. C'est impossible, c'est ça, t'imagines quoi? Le Mordor était pas encore soulevé par le mal. Attends, tu vois, donc c'est compliqué. Alors que des univers simples, ça passe. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, dans le cas de Psychodrame, l'univers il est très simple, c'est une famille, une révélation. Ouais, mais l'investissement est quand même super compliqué. Les corps sensibles. L'investissement, quand même. Je suis désolé, moi, je fais partie des gens qui pourront pas jouer à ce jeu, quoi. Non, mais moi non plus. Mais si tu veux, c'est un cas extrême. Moi, je n'en vois pas l'intérêt. Mais là, depuis tout à l'heure, je ne vois pas l'intérêt de jouer quelqu'un qui a un cancer. Je ne vois pas ce genre de truc. Surtout que dans que l'intérêt c'est d'explorer une problématique. Mais tu peux pas savoir. C'est comme quand tu dis, quand on te dit, en 40 t'aurais fait quoi? J'aurais été résistant. Mais tu t'en sais rien, bonhomme. T'en sais rien. Te projeter toi-même dans une situation que tu ne sais pas, Monsieur Fall, soyez cohérent. Vous venez de dire, au début du podcast, je pourrais vous le réécouter, vous venez de dire que le jeu de société pouvait nous apprendre des mécaniques pour, des mécaniques pour, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pour me déstabiliser. Comment, quand tu dis je joue un super héros, je suis Superman, je vole pour aller à son secours, ok. T'es du flanc, mais tenter. Non, mais tu le sais que tu voles pas. Tenter d'espérer savoir comment tu vas te comporter quand tu annonces un cancer. C'est pas le but de ce jeu. Non, mais alors, c'est pas le but, c'est comme c'est pas ça, c'est quel âge ont les gens qui ont fait ça? C'est-à-dire que, est-ce qu'ils se sont... un trentenaire, en l'occurrence.
Ouais, est-ce que c'est, 33 je sais pas, c'est des gens qui se sont déjà retrouvés dans des situations de la vie réelle. C'est quelqu'un qui a surtout adoré un jeu qui s'appelle, un film, je sais plus qui s'appelle, celui où il y a quelqu'un qui se lève au bout de la table et qui dit, papa. Festen. D'accord. C'est donc, quel genre de plaisir on peut prendre, moi, là-dedans. Mais les gars, c'est Mobs, Fall, c'est comme les gens qui prennent du plaisir à regarder des films, des psychodramatiques. C'est pareil. Moi non plus, ça me plaît pas comme genre de film, mais voilà. Mais après, il y en a qui aiment ça. Oui. Et donc, je crois pas que ce soit la même démarche que tu fais intellectuellement. Mais c'est de la catharsis. Il y en a un, tu regardes, tu es spectateur de quelque chose, ton cerveau travaille. De l'autre côté, on te demande de te projeter à la place d'eux, de prendre des décisions. Oui, mais c'est pareil, c'est le même mécanisme. C'est de la catharsis. Quand tu regardes un film, on te demande aussi de te projeter à la place du personnage principal pour réfléchir à ces problèmes-là et pour les non, tu es spectateur. Tu es spectateur. Mais même si ça tu es n'a rien à voir. Tu es aussi la personne qui interprète pourquoi est-ce que l'action est faite. Même si tu es spectateur au cours d'un film, tu te projettes quand même dans la personne, tu vois ce que je veux dire. Dans le jeu de rôle, tu le fais encore mieux, quoi. Non, je ne vois pas comment on peut se projeter dans le corps de quelqu'un qui a un cancer si on n'a pas eu le cancer. C'est avec un peu d'élan, quoi. C'est ça, ouais. Je ne vois pas. Par l'orifice anal, tu veux dire, on peut se projeter à l'intérieur. Non, mais je ne vois pas le. Faudrait peut-être que je joue pour comprendre. Oui, je pense. Je pense que la prochaine fois qu'on viendra ici, on débarquera avec des jeux et on vous fera jouer. Et on éteindra la lumière, on ne pas être là. Parce que je pense que vraiment le jeu de rôle a encore bien des choses à. Non, sans doute, mais là t'as pas forcément choisi l'exemple le plus alléchant. Non, bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire que là j'ai choisi l'exemple extrême. Mais il y a des jeux dans lesquels encore une fois tu vas défendre, je sais pas, des. Qu'est-ce qu'on a joué? Lady Blackbird l'autre jour. Slay With Me, où le but du jeu c'est de trancher à fond, de jouer à une zombie cinéma, faire un scénario, c'est un film de zombies, on va se faire bouffer. Ouais, mais ça va, c'est rigolo ça. Ça c'est rigolo. Ça va, c'est rigolo. Sauf que c'est pas la vraie vie, c'est sauf que le créateur du jeu pourrait te dire mais non parce que dans ce jeu-là, en fait, ce que j'ai voulu amener, c'est l'idée de se sacrifier. Écoute, parce qu'à dans le jeu de rôle, cinéma, je te coupe. Dans le jeu de rôle, ce qui est intéressant, c'est l'épique. En fait. Non mais moi j'aime pas épique. Les scénarios, les situations dont tu te souviens, ce sont des situations épiques. Je ne vois pas ce qu'il y a d'épique dans le fait d'avoir un cancer. Mais si, mais au contraire, c'est ça la vraie aventure, c'est pas forcément dans le cancer, mais par exemple dans le zombie, quand tu te sacrifies pour sauver les autres. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un cancer. Non, ça n'a rien à voir avec le cancer, d'accord, mais les gens qui sont vraiment héroïques dans la réalité. Peut-être, on a choisi là le jeu de rôle le plus extrême. Je pense pas que les cordes sensibles soient, exactement, je pense pas que les cordes sensibles soient vraiment. Mais on peut être héroïque à combattre le cancer au quotidien, non? Oui, on peut être héroïque, mais je pense pas qu'il soit le genre de personne qui pourrait être amené à jouer à ce jeu. Je pense pas qu'il pourrait être le genre de personne qui sera amené à jouer à ce genre de jeu. Voilà, bon, Monsieur Fall et Mops. Ok, ils vont pas jouer aux cordes sensibles, mais il y a quand même des jeux de rôle qui explorent d'autres problématiques sur lesquelles ils pourraient être sensibles. Zombie cinéma, je pense ce serait Zombie cinéma, je pense la problématique là, essayer d'échapper aux zombies qui te poursuivent de ce côté-là. Il y a du sacrifice dans Zombie cinéma, c'est-à-dire mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu l'as tout le temps et partout dans tous les jeux de rôle. Jouer à Parzelli en fait. Tu l'avais dans les années 80, mais si, tu l'avais dans les années 80, ça ne change rien. Sauf que là, effectivement, en fait, dans l'idée, c'est que moi c'est pareil, j'ai fait du jeu de rôle en allant plus loin que ce que je me proposais. C'est vrai que maintenant, dans les jeux qu'on propose, c'est l'idée, c'est que au lieu de se dire, de dire voilà, moi je te fais un jeu qui te fait tout, on dit moi je te fais un jeu qui fait ça, et comme ça, tous les joueurs qui vont vouloir jouer à ce jeu, ils vont voir la problématique et ça évitera de la frustration à la table. Parce que faire un jeu où on dit tu peux tout faire, t'as 5 personnes autour de la table, on commence la partie sur 5, on a 3 qui veulent faire du combat et dans la 2 autres qui veut dire non, moi je veux avoir une histoire d'amour avec quelqu'un, et ça ne marche pas parce qu'il y a de la frustration, parce qu'il y en a un qui va partir sur le combat. Ceux qui veulent faire du combat, si on fait une histoire d'amour, ils se font chier, et ceux qui veulent faire une histoire d'amour, si on fait du combat, ils se font chier. Alors que là, donc là l'avantage de ce jeu, c'est qu'il dit on fait ça, pas autre chose, donc tu veux jouer. Ok, c'est parti, tout le monde va être d'accord. Si tu veux pas jouer à ça, tu seras pas frustré dans la partie parce que ça correspond pas à tes attentes. Quoi. C'est vraiment ça. Hors micro, Dr Mob vient de citer Parzelli. Ouais. Ah oui. Et j'aimerais bien, ici Parzelli, c'est pas un jeu à la corde sensible, tout ça. Non, tout à fait. C'est un jeu qui est hyper c'est un peu l'inverse fun. En fait. Hein. C'est un jeu hyper fun sur Bienvenue à Château Aventure et qui est un jeu de la boîte à eux et qui est franchement hyper rigolo. On a fait une vidéo avec une partie, oui. Avec Ludovic Papais. Ouais. Alors c'est ça le point. Le point sensible, il est là, c'est que Thomas vient d'expliquer pourquoi est-ce que ce genre de jeux ont été créés. Les jeux avec des règles qui permettent d'éviter en fait des conflits à la table. C'est-à-dire que pendant qu'il y en a qui ont envie de se friter le dragon, il y en a parfois qui ont envie de vivre une histoire d'amour. Et c'est ça. Donc du coup, il vaut mieux un jeu de rôle. Oui, mais encore une fois, la seule chose que j'essaye de vous dire, d'accord,
c'est que tout cela était possible avant. Oui. Nous, on l'a fait. Nous sommes d'accord. D'accord. On n'a jamais dit que ce n'était pas possible. Il y a plein de nouveautés, de nouveaux jeux. Il me dit, le jeune homme qui est là juste en face, arrête pas de me dire, tu vas voir maintenant, il y a des jeux qui permettent des trucs énormes. Et je dis, mais oui, mais ces trucs énormes, on les avait nous aussi. Oui. C'était déjà. Nous aussi, on avait des trucs énormes, monsieur. Bien sûr. Non, tu vois. Voilà, oui, non, mais en fait, si tu veux, à l'époque où, quand tu faisais ton INS où effectivement tu pouvais tout faire, là, l'avantage de ces jeux-là qu'on dit quand ils sont nouveaux, c'est que, au lieu de te dire, tu vas t'inventer des règles ou tu vas tout faire au roleplay sans que le système puisse t'aider à créer une histoire d'amour. Moi, je te fais un jeu de rôle où l'histoire d'amour, c'est le but. Donc, t'as tout un système qui va te permettre d'amener la problématique, de ressentir ce qui va se passer quand tu fais une histoire d'amour. C'est vraiment de jouer une scène. Je l'ai fait des dizaines de fois. Oui, bien sûr, mais là, écoute, les pires situations de jeu de rôle que j'ai eues sont les suivantes. Maître de jeu à James Bond avec un joueur. Le fameux un joueur RPQ. Qui jouait une femme. Je peux te dire que c'était stupéfiant. D'abord, c'est extrêmement difficile parce que le mec, quand il est tout seul, il réfléchit dans sa tête. Et tu sais pas où il veut en venir. Quand il te fait, écoute, je vais aller là-bas. Et là, tu dis, putain, pourquoi il veut aller là-bas, quoi? Qu'est-ce qu'il attend là-bas? Et tu lui fais un truc, tu lui fais un truc, et le mec, il te regarde, il fait, je m'en doutais. Mais tu te doutais de quoi? Et le mec, en plus, il joue une gonzesse. Quand il essaye de faire, quand il te dit, je déboutonne ma petite chemisette pour mettre mes seins en avant, et je vais essayer de le draguer, et que le mec, il te joue la scène, je peux te dire que ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Donc, tous ces trucs-là, oui, Flavie. Des gestes, des mouvements à droite à gauche. Flavie. On est d'accord que ça se faisait déjà avant. Voilà. Mais par exemple, moi, j'aimerais, imaginons, il y a des trucs que j'aime bien ce que fait Thomas. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de déboutonner ton truc. Bah écoute, ça m'a donné des envies, je sais pas. Non, mais tu vois, imaginons que je vais juste faire une histoire d'amour et que j'ai pas du tout envie de voir le truc d'espion, etc. Certes, on pouvait le faire avant. Maintenant, il y a juste des jeux qui permettent juste de faire juste l'histoire d'amour. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Donc on a pris des jeux de rôle d'avant et on en a fait des mini trucs. Non, parce qu'avant il y avait pas de jeu de rôle, il y avait que des gens qui désiraient jouer telle ou telle scène. Mais non. Si. L'autre truc, c'est que ça permet, tu vois, regarde, il y avait la pas de scène règles d'amour. spécifiques. La scène d'amour que donc ton joueur a fait jouer. Il a pu le faire par le replay parce qu'il a une certaine connaissance, il a une certaine idée. Maintenant, on te demande, j'ai joué un scientifique, un spécialiste nucléaire. Moi, en tant que joueur, j'ai aucune connaissance. Donc, on peut peut-être t'apporter un nouveau système qui va te permettre de te familiariser avec le nucléaire, et donc on va dire tiens, dans les règles, quand tu veux faire activer un cœur nucléaire, d'abord faut que tu actives tel truc, donc tu fais ton premier jet et ainsi de suite. Donc en fait ça te permet d'imaginer des compétences que ton joueur n'a pas. Et ouais, en même temps, tu prends un auteur comme Dan Brand qui met en scène un spécialiste de la cryptologie et qui met des énigmes dignes d'un enfant de 6 ans, il en vend des millions. Alors ça passe, hein. Voilà. Oh non, mais... je veux bien en fait. Voilà. Le rôle, ça reste de l'apparence quand même beaucoup. Oui, mais voilà. C'était surtout qu'en fait maintenant, on essaye Cohérence d'établir des règles sur des scènes où avant c'était du non-dit, qu'on faisait que jouer, et donc à partir de là, avec ces règles, on a une meilleure simulation parce que le joueur ne peut pas avoir la connaissance forcée du personnage. Mais ça existait avant. Toujours, on avait. Enfin, c'est pas grave. Non, mais on voit exactement. Tout ce que vous me décrivez qui est nouveau maintenant, nous, enfin, on l'a fait. Vous l'avez fait. Vous l'avez formalisé. Vous l'avez mis en boîte, mais on a fait. Moi aussi, je l'ai fait. Moi aussi, je l'ai fait. Vous avez inventé des histoires, et nous, on invente peut-être les mêmes histoires. Ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il existe des mécaniques qui permettent d'amener les joueurs à créer nécessairement une belle histoire. Dans cet esprit-là. Parce que nous, nos histoires, elles étaient pas belles. Une belle histoire d'espionnage. Non, mais je suis d'accord. Ok, non, en fait, mais non. Dans James Bond, tu avais des tables. Elles étaient belles en fonction du maître de jeu. Si le maître de jeu était bon, elles étaient bien. Mais ça, c'est toujours la vérité. Je suis désolée, mais depuis tout à l'heure, on dit exactement la même chose. Flavie. Toi, tu dis, ces trucs-là existaient avant, on le jouait déjà. Nous, on dit, c'est vrai, ça existait avant, juste maintenant, on peut formaliser le truc de façon à ce qu'il y ait uniquement ce truc-là qui arrive et pas tout en même temps. Et que ce soit beau, bien. Mais ça veut pas. Non, mais ça, je suis pas. Il y a un truc qui m'embête à ce que tu viens de dire, Rome, c'est que ça sous-entend que les trucs qui se faisaient avant n'étaient pas beaux. Mais non, c'est pas ça. Mais c'était pas. Non, oui, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ce que j'entends. Mais non, alors justement, j'entends. Maintenant, on le fait mieux. Laissez-moi développer. C'est que avant, c'était pas. Les règles n'amenaient pas nécessairement à créer une belle histoire dans ce sens-là. C'était fonction du MJ. C'est ça où c'était fonction du MJ. C'était fonction du MJ. Si t'avais de la chance d'avoir un bon MJ pour les jeux d'espionnage. Mais ça, c'est. Enfin, je suis désolée, le mot créer des belles histoires. Je suis désolée, les histoires d'avant, elles étaient belles aussi. Juste. Ouais, parce que tu regardes Père Castor, par exemple, il crée toujours des belles histoires.
Bref, non, tout ce que je dis, c'est que les histoires d'avant, elles étaient juste autour de la table, tout le monde n'était pas d'accord pour jouer la même chose. Alors, mais je sais pas avec qui vous jouiez. C'est ça le truc peut-être alors. Parce que moi j'ai toujours joué avec des gens qui étaient d'accord avec ce qu'on faisait tout le temps. J'ai jamais eu de problème de je me sépare, je veux pas faire l'histoire d'amour. On n'a jamais eu de ce genre de souci. Jamais. On vivait une histoire, on vivait une aventure. Ça veut dire qu'en fait tous les joueurs autour de la table acceptaient tacitement, même sans que tu aies besoin de les dire, tes règles en fait. Non, on racontait une histoire. Ils avaient envie de faire quelque chose. Ils avaient, parce qu'on est là pour passer un bon moment. Donc t'es à l'écoute de tes joueurs. On déléguait au maître de jeu une partie des responsabilités. Sauf que le maître de jeu, et effectivement, c'était ces règles qu'il mettait en place. Tu les sentais, tu les suivais. Il y avait un. Il est là. Je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes. Tu savais très bien, Mobs, que jouer avec Fal, c'était pas pareil que jouer avec toi. Il y avait des règles différentes et tout le monde le savait autour de la table. Je ne sais pas. Moi, ce que j'essayais de faire, c'est d'être à l'écoute de ce que faisaient les joueurs pour aller dans le sens de ce qu'ils voulaient faire, et y compris mettre mes pièges à moi pour qu'on se marre, pour qu'on vive des aventures, pour qu'on fasse des trucs aussi. Voilà. Là, c'est l'auteur qui le fait à ta place. C'est-à-dire que tes aventures de James Bond, excuse-moi, elles ont peu à voir avec Ian Fleming quand même. C'est vrai, sauf que je lisais les romans pour les faire jouer après. Non, mais c'est sûr. Mais l'intérêt, c'était de vivre une histoire dont on allait se rappeler. Avec c'est encore la même chose qu'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. En tout cas, j'espère qu'on se rappellera de ce podcast. Je pense qu'on peut l'arrêter. La différence, c'est peut-être que justement les jeux d'aujourd'hui nous permettent de sortir de ce qui est épique, d'aller dans des choses plus intimistes. Et c'est peut-être ça qui te pose problème, parce que tu dis que le jeu de rôle est nécessairement épique. J'ai pas de problème avec rien. Je dis simplement que tout ce que tu penses ou tu me dis qu'il se fait qu'avant on faisait pas, on pouvait le faire et certains le faisaient. Alors d'accord, on peut prendre la problématique à l'envers. Peut-être je pense qu'ils ont raison, c'est la formalisation qui a changé. Voilà, ça permet peut-être à des gens de se dire tiens, on peut le faire. N'était pas verbalisé. Sauf que n'était pas décrite en tout cas. Voilà, sauf que tu pouvais le faire. Parce que t'avais pas besoin de quelqu'un qui te le valide. Si t'avais envie de le faire, que t'étais un peu cortiqué, tu le voyais, tu le faisais. Rien ne t'en empêchait. Mais tu vois, l'idée de formaliser des règles qui avant n'étaient pas formalisées, comme vient de le dire Mobs, ça va permettre de clarifier le jeu de rôle et peut-être de le rendre accessible. Mais, sauf que pour moi, elle l'était. Oui, mais elle l'était. Si tu le voyais pas, c'était peut-être un problème de joueur et de maître de jeu ou d'approche du jeu de rôle. Mais pour moi, ça y était. Tout y était. Peut-être que des gens ont besoin maintenant de le formaliser. Ils se sont dit, tiens, parce que ce qui a dû se passer, c'est que des gens se sont rendus compte de ça. Et on dit, on va l'écrire. On va l'étudier. Bien, on va le mettre en forme pour que ce soit acceptable. Peut-être que c'est ça qui s'est passé. Le truc impossible avant le petit-déj. Mais ça l'était. Ça marche. Bon, c'est déjà un bon débat. Je pense que déjà nos auditeurs, ils ont les oreilles cassées. Surtout que vous êtes venus parler de jeux de société, on a parlé beaucoup plus de jeux de rôle. Ouais, mais au final, on vous a bien eu. Le jeu de rôle, c'est un jeu de société, donc. C'est vrai, c'en est un, c'est vrai. Comme le foot. Comme le foot, pour toi, c'est un jeu de société? Ah, bah, évidemment. Oh non, putain. Bien sûr. C'est cette problématique, bien sûr que oui, monsieur. Ce n'est plus le cas. Apparemment, on considère que si un jeu de société est sportif, ce n'est plus un jeu, c'est un sport. Oui, à partir du moment où tu le pratiques en sport. Mais des enfants qui jouent dans une cour d'école au foot, c'est un jeu de société. Sport, ils jouent un jeu de société. Oh la vache. Ah, tu peux revenir, on peut t'en faire des heures de podcast. C'est bon ça. Il y a des jeux de société sportifs. Exactement, les échecs par exemple, c'est considéré aussi comme un sport. Est-ce que le Jungle Speed, c'est pas à moitié sportif quand même comme ça peut l'être. Ça peut être très sexuel aussi. Enfin voilà, on est heureux de vous avoir accueillis, jeunes gens. Voilà. Bon allez, on va aller partir maintenant. Allez, à bientôt tout le monde. En fait, vous êtes plutôt trick, plutôt track. On est un peu les deux, nous. On est le trick dans le track. Ça dépend le matin ou le soir. Ok, ça marche. Allez, à bientôt tout le monde. Bonne rentrée à tous. Jeunes gens. À bientôt. Salut. Salut. Merci à vous. Merci.